Salut Pierre. Salut Valentin. Je suis content de te recevoir, ça fait hyper plaisir. Grand plaisir. T'es la première conférence Cool Data Talk qu'on a faite l'année dernière. Ouais. Ça a bien marché visiblement. Ouais, j'ai toujours des petits feedbacks, des trucs, des gens qui me disent « Ah, je t'ai vu, improbable ». À ce moment-là, tu parlais vraiment des aspects généralistes de ta boîte, sur toutes les grandes leçons que tu avais tirées, notamment sur la vente et tout. Il y a plein de très bonnes leçons dans cette conférence. Aujourd'hui, on va parler un peu d'autres trucs, on va parler d'acquisition. Okay. Sur Flat, donc ta boîte, où vous faites un système de création de partitions musicales en ligne sur web. Ouais, exactement. Vous avez fait une acquisition énervée, surtout avec du SEO. Ouais, avec, quasiment exclusivement. Quasiment que ça. Ouais, okay. Ouais. J'ai envie que tu m'apprennes tout ce que tu sais aujourd'hui sur le SEO. Ok. On a 1h30, voilà, démerde-toi. Je vais faire de mon mieux, non, carrément. Non, mais raconte-moi. Toi, pour toi, c'est quoi l'état d'esprit qu'il faut avoir quand tu abordes le SEO et qu'est-ce que ça englobe? Déjà, la première chose à comprendre et la première chose à faire autour du SEO, c'est de le démystifier. Si tu veux, et il faut faire très attention à tout ce qu'on lit autour du SEO parce que c'est quelque chose qui a énormément changé de l'époque où moi j'étais plus jeune, je faisais du freelance et je vendais de l'optimisation. Avec aujourd'hui ce qui se fait, etc. Pourquoi le web a évolué, Google a encore grossi, etc. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles. Donc déjà, il faut démystifier tout ça et essayer de comprendre un petit peu autour de quoi ça s'articule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est loin, voire même très très loin d'être exclusivement de la technique. J'ai un énorme aspect technique. Voilà, on est tous ingé chez Flat et c'est pour ça qu'on marche bien au SEO parce qu'on a tout mis dans le SEO parce que c'était techniquement là où on était le plus à l'aise. Mais il faut bien dissocier l'aspect technique de l'aspect pragmatique de quelle est la logique du SEO, donc comprendre le terme SEO et évidemment qu'est-ce que Google va chercher derrière ça aussi. Il faut aussi à un moment se mettre à la place de Google. C'est marrant parce que du coup j'ai interviewé Blondie hier en fait, sur le sujet où il me disait tu verras Pierre il est beaucoup plus technique que moi, il va te parler un peu plus de tech et tout ça alors que Blondie a ce côté hyper pragmatique. Ouais. Je comprends pas du tout la différence entre les deux donc. Disons qu'en fait si tu veux il y a deux choses, c'est-à-dire que moi la tech effectivement on peut débattre très longtemps dessus, mais à la fin en fait on ne sera pas factuellement plus avancé qu'au début. Parce que j'ai pas prétention, et évidemment je ne le sais pas, de comment est foutu l'algo de Google. Et d'ailleurs, si tu prends un pas de recul sur le SEO, c'est pas seulement Google, ça peut être aussi de l'optimisation sur Yahoo, sur AOL, sur n'importe. En fait, à partir d'un moment où tu trouves un site web où il y a une barre de recherche, ça veut dire qu'il y a du contenu à filtrer et donc il y a un tweak à faire. Et c'est là où tu vas essayer de te mettre à la place de comprendre comment l'algorithme derrière fonctionne. Et comment tu peux faire en sorte que ton contenu à toi soit plus facilement trouvable. Et évidemment, si tu prends du recul sur Internet, ce que c'est aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est plus l'Internet des années 2000, des milliards de sites web disponibles, et il faut que tu arrives à te faire ta place dedans, que tu gagnes en légitimité, etc., etc. Donc déjà, pour rester vraiment sur l'optimisation, ne serait-ce que pour une barre de recherche, je te file des exemples très simples. Typiquement, quand on fait des salons, il y a une barre de recherche, il y a les participants, les exhibitors. Comment ça Tu sais, quand tu vas dans un salon, une conférence, il y a toujours des gens qui sont là pour visiter, t'en as d'autres, des exposants, voilà. Et tu te dis, les gens qui veulent visiter vont faire une recherche à un moment. Okay. Tu vois comment ils font, tu essaies de te mettre un peu à leur place et tu dis, ok, lui il va arriver à la conférence. Qu'est-ce qu'il va essayer de chercher pour trouver quelque chose qui l'intéresse sur Google ou sur sur la barre de recherche par exemple de cette conférence. Tu vois. Okay, ouais. Je te disais parce que ça simplifie énormément ce qui se passe derrière sur Google en fait. D'accord. Tu vois, typiquement, je vais à un salon autour de l'éducation, je sais déjà un petit peu ce que je veux et je vais taper logiciel de musique par exemple. Okay. Et en fait tu te rends compte que si tu mets logiciel de musique dans ta petite description, tout de suite tu sors avant tous les autres. Et en fait, c'est ça que tu vas te mettre. Ok, qu'est-ce que la personne va mettre en place, va écrire pour me trouver sur tel moteur de recherche. Donc évidemment, sur des trucs très simples, très basiques, comme le site d'une conférence, le site de je sais pas quoi, de n'importe quel PrestaShop qui existe, etc. Ou de là où tu peux référencer du contenu externe, essayer de se mettre à la place de la personne qui va faire la recherche pour sortir avant. Donc nous, des fois, c'était très simple. On mettait même dans nos mots-clés les noms des boîtes de nos concurrents. Parce que même si tu cherches la boîte de notre concurrent, sortez avant.
Tu vois, et en fait, vu que c'était pas du tout poussé comme algorithme de recherche, on récupérait beaucoup plus de trafic pendant ce salon-là. Ouais. Optimisation. Et après, tu pousses ça à une échelle beaucoup plus grande sur des moteurs de recherche où là, on est des milliards à se battre. Ok, donc c'est arriver à trouver ce que les gens vont taper. Exactement, il faut anticiper ça. Il faut partir de cette base-là et se dire, ok, à partir de là, il y a énormément de choses à trouver sur Internet. La génération de nos parents, etc., sont un peu loin de ça. Nous, on l'est plus. Les jeunes qui viennent avant nous, c'est un automatisme. C'est-à-dire que moi, ma génération, c'est quasi un automatisme, mais tu as quand même plein de gens qui vont préférer poser une question plutôt que de taper directement dans Google bête et méchant. La génération qui vient après nous, c'est automatique. Ils se posent une question, ils la tapent dans Google. Donc à partir de là, tu te dis, ok, qu'est-ce que les gens vont vouloir, qu'est-ce que les gens vont taper pour essayer de trouver flat, par exemple. Et on a démarré de là. Donc il y a un aspect technique, je vais revenir dessus après, mais la première étape, avant de commencer à préparer toute la tech, etc., c'est quand même se demander, ok, de quoi je parle, qu'est-ce que j'essaye de vendre, qu'est-ce que j'essaye de peut-être tout simplement distribuer, et comment j'en parle le mieux, et comment les gens vont en parler. Comment tu fais ça à la base? Comment tu fais ça? Tu le fais en ton âme et conscience, j'ai envie de te dire. Tu te dis, ok, nous, je te prends Flat à l'époque, on s'est dit, ok, c'est un éditeur de partitions musicales en ligne, gratuit. Ça, c'était la description de Flat à l'époque. Parce que si on mettait juste éditeur de partitions de musique, il y avait énormément de résultats. Et donc, comment on pouvait paraître plus légitime dans 1, 2, 3, 4 millions de résultats, alors qu'on était les nouveaux, on était tout nouveau dans le bail, quoi. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on soit hyper précis pour que la personne, si à un moment elle tape réellement tout ça, il n'y a pas d'erreur de casting. Elle est là. Vous savez que c'est juste. Comment on le sait? Après on voit si les gens nous trouvent. Ok. Tu vois, si à un moment c'est un pari, quand même. Ça reste un pari. Mais il faut que tu sois hyper honnête et il faut que tu fasses en sorte de pas te noyer dans la masse. Parce que encore une fois, il y a 1 million, 2 millions, 1 milliard de résultats possibles pour les marchés les plus saturés. Et tu te dis, comment moi j'arrive à être légitime dans ces recherches-là. Et pour être légitime dans ces recherches-là, il faut être hyper précis au début sur ce que tu fais. Donc nous, tu vois, on a commencé par éditeur de partitions musicales en ligne gratuit. C'était pas suffisant. Donc on a mis éditeur de partitions de musique en ligne collaboratif gratuit. Là, quand tu commences déjà à écrire tout ça dans ta barre de recherche. T'as genre 4 personnes qui tapent ça. Ouais, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer à un endroit, tu vois. Il faut pas oublier qu'on est quand même 7 milliards sur la planète. Donc, on n'est pas 7 milliards à avoir accès à Google. Mais il y a quand même du monde à la fin de la journée qui tape des recherches. Donc, la première étape, c'est ça. C'est quand même essayer d'être hyper spécifique sur de quoi je suis en train de causer. Donc, tu vois, nous, on a affiné comme ça. On s'est dit, OK, flat, au départ, on va en parler comme ça. Donc là, moi, je suis un entrepreneur qui démarre, qui a aucune idée de comment faire du SEO. Ce que tu me conseilles, c'est vas-y, essaye de te placer sur une requête extrêmement spécifique et de choper un peu de trafic grâce à ça. Disons tu poses une base. Donc nous, évidemment, tout ce que je vais te raconter, ça s'applique énormément au B2C parce qu'on prétend des trafics beaucoup plus importants que dans du B2B très spécifique, etc. Mais en tout cas, pour de l'e-commerce et ou du B2C un peu consumer comme nous, carrément. Tu vas essayer d'être hyper spécifique sur le fameux early user, le early adopter, comment tu vas aller le charmer, quoi. Ok. Donc comment tu abordes cette question-là? Donc tu te mets face à ce que tu fais et tu te dis ok, il faut que je sois hyper précis et évidemment, je vais rentrer dans l'aspect tech très rapidement, mais il faut qu'évidemment ça respecte un petit peu, tu vois, les contraintes technologiques, de la aide et des méta, tu sais, qui ont des limitations de longueur. Tu peux essayer de me donner une première expérimentation que je mettrais en place avec une deadline et un objectif? Ouais, bien sûr. Si tu veux, l'objectif au début, je pense qu'il faut être humble, c'est-à-dire qu'il faut pas se dire que le SEO est une solution. Déjà, il faut comprendre que le SEO c'est un outil comme un autre de croissance, que nous, dans notre histoire, on a effectivement hyper bien appréhendé, mais on l'a mis en place doucement. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé en se disant qu'est-ce que c'est flat, comme je viens de t'expliquer, on l'a décrit comme ça. Et on a attendu de voir ce qui se passait. Ah oui, bon, les premiers jours, on est très loin d'aujourd'hui. Il y a 4, 5 mecs qui viennent. Mais on a quand même du monde qui vient. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est hyper important, ce petit setup tech qui est là est un incontournable, de mettre en place la Search Console pour traquer ton site, etc. Parce que tu vas voir comment ces gens-là sont arrivés chez toi. Et où est-ce que tu te classais dans les résultats
au moment où ces gens ont cliqué sur ton site. Et c'est ça qui va te permettre de voir que peut-être en fait une personne a parlé différemment de ton site, mais a quand même eu la patience d'aller page 5 avant de cliquer sur toi, tu vois. Donc sur les tout petits échantillons, tu peux observer. Ouais. Déjà, tu as des petites tendances qui se donnent. Et donc là, tu peux te dire, bon, ok, c'est bizarre. Lui, il y en a plusieurs, c'est récurrent sur une semaine ou 15 jours selon le trafic que tu es capable de capter, qui ont peut-être fait l'effort d'aller page 3, page 4. Ah ouais, tiens, c'est chelou. Donc tu te dis, peut-être que ce mot-là est mieux et plus pertinent pour eux, en tout cas de leur point de vue à eux. Donc il y a une phase de recherche pendant laquelle tu fais quoi concrètement? Tu crées ta landing. Tu fais une landing. Ouais. Qui n'a même pas besoin, si tu veux, d'être ultra canon. Parce que la première étape, avant même d'essayer de draguer les personnes qui sont laissées convaincre par ton panneau d'affichage sur Google, c'est d'abord de les attirer à cliquer sur le lien pour découvrir ta landing. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et c'est là où il faut très bien comprendre l'intérêt pour Google aussi que tout marche bien. C'est-à-dire que quand tu fais les heads, les méta, toutes ces petites balises tech qui sont abordables par tout le monde en fait, ce que tu es en train de préparer, c'est un peu ton panneau de pub pour Google, etc. Et c'est là la première étape en fait. Et c'est comme ça que nous on divise notre stratégie SEO, c'est comment on parle aux robots de Google et après comment on parle aux humains. Parce que évidemment Google, il n'y a pas un mec dans sa cave ou des centaines de mecs dans leur cave qui scrollent et qui disent oh lui il a l'air mieux que celui-là, etc. Il y a à la fin quand même un algorithme qui va devoir prédécider un minimum de qui est pertinent, qui n'est pas. Et c'est là où il faut être ultra pragmatique et où il faut se dire, ok, sur quoi Google va baser ses décisions binaires pour dire qu'un site est plus légitime qu'un autre. Parce que, évidemment, j'écris Flat, éditeur de partitions musicales en ligne collaborative gratuit, mais il n'empêche que s'il me met première ligne des résultats mais que personne ne clique dessus, suis-je vraiment légitime? A priori, je ne plais à personne, donc il va déclasser. Parce qu'il n'y a pas d'interaction qui est fait autour de ça. Donc pourquoi Google référencerait quelque chose qui n'est jamais cliqué en première ligne? Donc, c'est là où il faut être aussi pertinent. C'est-à-dire que des fois, tu peux devoir monter et te griser parce que tu sens que tu montes sur une recherche. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de clic derrière, c'est bizarre. Pas de clic, tu veux dire genre une fois que les gens visitent le site? Non, juste il n'y a même pas de clic. C'est affiché, mais c'est pas cliqué. Tu vois, il faut faire vraiment attention à tout ça parce que derrière, la guerre, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que tu veux monter, tu veux être pertinent sur des recherches, mais en même temps, il faut donner envie à la personne de cliquer. Donc, il faut donner de l'information à Google pour... donc, c'est le buzzword, c'est les keywords que tu vas lister, tu vas brainstormer, tout ça, etc. Et derrière, il faut quand même aussi que ce soit cohérent pour qu'un humain ait envie de cliquer dessus. Donc, tu as un petit équilibre à trouver. Ensuite, le contenu, on va dire, verbal, c'est une chose, mais il y a tout cet aspect de est-ce que le site va être rapide? Est-ce que le site semble quali? Est-ce que le site a du trafic? Parce que, évidemment, Google aura tendance à vouloir privilégier un site. Mais sur 5 personnes au début, c'est pas important. Ouais, non, mais bien sûr, mais il faut prendre tout dans son ensemble dès le début. Bien comprendre la logique, tu vois. Parce que tout va s'équilibrer au fur et à mesure. Typiquement, je vois beaucoup de gens qui disent j'ai eu un pic de trafic, génial. Mais s'il y a eu un pic de trafic et que derrière, il n'y a personne qui revient dessus, j'en suis pas intimement, j'en suis pas factuellement convaincu, mais je suis sûr que ça te dessert au final. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu de l'accès direct, ok, il y a eu du trafic, ok, il n'y a plus rien. Bizarre. Alors que si tu arrives à garder un trafic et que tu as toujours du clic dans Google qui vient vers toi, je trouve, et je suis relativement convaincu, que ça te fait gagner en notoriété et qu'évidemment, plus tu as des gens qui cliquent sur des résultats bas, plus Google aura envie de dire, attends, en fait, les mecs sont allés cliquer sur le lien position 8, il va remonter naturellement. Donc, encore une fois, après, il y a des indicateurs tech, c'est-à-dire que il y a ces petites méta que je te parle, et après toute la balise title de ton site, les H1, les H1, etc. Tout ça va rentrer en compte. Il faut bien comprendre qu'au tout départ, le plus important, ça reste le head et les méta du title directement, parce que très peu de trafic, il n'y a pas besoin d'aller chercher du contenu plus bas, ou en tout cas Google le référence pour plus tard. Mais c'est pas ce qui va te permettre de te défendre et de faire une petite place déjà. Donc au tout début, tu peux juste faire une landing page tout éclatée avec juste le bon title sur la toute petite truc. C'est comme ça que tu expérimentes en fait. Moi je suis assez convaincu. Tu vois, encore une fois, je suis pas en train de t'écrire une bible parce que personne ne mais c'est incroyable parce que sur Blondie c'était complètement différent. Mais tu vois, ça différemment. Et je trouve ça trop bien en fait. Je vais rejoindre Blondie sur ça, mais dans une seconde étape, tu vois. C'est vraiment une guerre de tranchées et pour le coup, ça c'est un jeu de position qu'on allait chercher après.
Mais au début, je suis assez convaincu. De toute façon, franchement, quand on voit la qualité de la première landing qu'on a faite, qui était donc très pourrie, et on a quand même fait beaucoup de trafic grâce à celle-ci. Et clairement, on n'était pas du tout clair dans tous les H1, les machins, tout ce qu'il y avait dans le contenu humain. Mais par contre, on était très clair sur la méta. Et encore une fois, c'est cette description très précise, très spécifique, avec des keywords en essayant de garder un minimum de cohérence. Combien vous avez généré de trafic? Avec une première landing pourrie, on est quand même allé chercher nos 100 000 premiers users. 100 000 en 3 mois, tu vois. Donc, mais juste sur le mot-clé dont tu viens de me parler juste là sur une description hyper précise comme ça. Mais attends, et tu fais quoi pour passer à 100 000? Alors, après, attends, il y avait des demandes, il y avait une demande. Et on n'a pas lancé la France, on a lancé le monde, donc l'échelle n'est pas pareille. 100 000 à l'échelle du monde, dans un sens, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup moins impressionnant qu'à Yuka, il y a quand même des boîtes comme ça. Une sale différence entre je lance ma landing toute merdique sur un mot-clé, je la mets dans la Search Console, j'installe mon Analytics et j'attends que ça se passe et il y a 100 000 personnes qui passent. Ça va vite, ça va super vite parce que t'en as des premiers qui cliquent, t'as un petit peu de bouche à oreille, essaye, machin, tout de suite t'as d'autres gens qui viennent. Quand tu parles d'un site web avec quelqu'un, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce que tu as lu dans le web et tu as essayé, c'est bien, c'est pas bien. À l'époque, le site n'était pas bien en lui-même. La description était cool, donnait envie, mais derrière, on ne délivrait pas, tu vois. Mais t'en parles à quelqu'un. Quelqu'un va faire une recherche. Ah ouais, il m'a parlé d'un site éditeur en ligne gratuit, là, machin, tu tapes, etc. Il y a des recherches qui se font, qui génèrent de l'intérêt, du clic, etc. Les gens vont sur la landing. Ça peut aller très très vite. Si tu es catchy, et nous, dans notre cas, sans le vouloir, en tout cas sans l'avoir anticipé, on répondait à un vrai problème. Il y avait un vrai product. Il y avait un vrai besoin. Il y avait un vrai besoin. On reconnaît parfaitement qu'on est arrivé pile poil au bon moment. Tout le monde basculait sur ce qui était le Chromebook aux US. Il fallait trouver des nouvelles solutions pour faire de la musique dans le web. On était deux, donc ça va vite, tu vois. Ok, ouais. Donc il y a quand même une question de timing, de chance. Il y a une partie de chance et de timing. Mais encore une fois, ce trafic, on aurait pu complètement passer à côté, parce que notre concurrent direct, lui, il était là depuis 7 ans, tu vois. Et pourtant, on a réussi à en prendre du trafic quand même. Attends, je suis désolé, mais ça m'intrigue trop, quoi. Genre de 0 à 100 000, vous avez rien fait? Ce que je viens de t'expliquer, parler très spécifiquement une première fois de qu'est-ce que tu es en train que tu vas mettre dans ton head et dans tes méta, qu'est-ce que c'est flat, voilà ce qu'on vous propose, vois le billboard sur une autoroute américaine. Tu vois, tu as 3-4 phrases et après tu vois ce qui se passe si tu as envie de t'arrêter, de noter, etc. C'est vraiment, faut voir ça comme ça. Et après, tu itères. Encore une fois, tu regardes ta Search Console, nous, toutes les semaines. On regardait, ok, ces mots-là, ils ressortent plus souvent, sur ces mots-là, on ressort un peu plus souvent, ok, on change. Et tu vois, des fois, c'était des toutes petites subtilités. C'était plutôt que Music Notation Software, c'était Music Writer. Et juste, ou Score Writer. Et ça, vous le faisiez du coup en français et en anglais? On faisait que de l'anglais. Que de l'anglais? Ouais, okay. Ça aide à faire 100 000. Bah oui, évidemment, c'est ce que je te dis. Quand je te dis on lance le monde, c'est pas on lance le monde en français, on est anglais. D'accord, et tout est en anglais, évidemment. Et là, tu vois en fait que, par exemple, Score Writer il y avait beaucoup plus de gens qui cherchaient autour de ça aux US. Donc, on a changé un petit peu la description. Est-ce que ça marche mieux? Tu vois, tu fais toujours un peu plus de trafic, il y a plus de gens qui cherchent ça, tu remontes, tu passes ligne 5 à ligne 4. Donc c'est un rythme, quoi, c'est à la semaine? Là, on faisait ça à la semaine, à ce moment-là. À la semaine, tu te dis, ok, on va changer. T'as toujours qu'une seule landing? Toujours qu'une seule landing. Sur laquelle tu itères et tu regardes ta Search Console. Exactement. Toutes les semaines et tu dis ok. Tous les jours, mais en tout cas tu itères sur le contenu. De toute façon, tu faisais que ça en fait à ce moment-là. Non, parce qu'on avait quand même énormément de travail sur le produit lui-même. Le produit. Exactement. Okay. Mais si tu veux, on regardait juste les tendances et on prenait des notes, on réfléchissait. Et à la fin de la semaine, avec Vincent, on se disait bon, alors qu'est-ce qu'on tente, tu vois. Et c'est là où il ne faut pas être fermé à l'essai. Attends, et sur ces 100 000 personnes, combien tu as eu de mails ou genre vous captiez des trucs ou c'était juste Non, 100 000, c'est des mecs qui s'inscrivent, je te parle. Et en trafic? Je sais pas. Je t'avoue, par contre, je vais pas te sortir dessus parce que nous, si tu veux, quand je te parle de 100 000 users, c'est 100 000 sign-up. T'as eu 100 000 sign-up juste avec une landing sur laquelle vous iteriez toutes les semaines. Ouais, mais regarde bien, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où je reviens sur le tirer parti d'autres sites web qui ont aussi des moteurs de recherche. C'est là où on a fait le trick. C'est-à-dire qu'on a itéré sur la landing et on s'est dit, ok, comment on peut faire ça plus vite parce qu'on est impatient et on veut aller plus loin, plus vite et capter plus de trafic. Comment on peut capitaliser sur des sites qui ont déjà du trafic pour en renvoyer vers le nôtre? D'accord. On a regardé, parce qu'on regardait les descriptions, on a vu que il y a des gens qui cherchaient
Toujours la Search Console, c'est ça qui est ouf. C'est vraiment le premier truc à mettre, la Search Console. On a vu que des gens cherchaient un outil d'édition de partition musicale pour Chromebook. On s'est dit, tiens, Chromebook, c'est bizarre. On regarde le Chromebook, donc on voit qu'on a de la chance, qu'on est à peu près dans le bon timing. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un Chrome Store. On se dit, ok, comment il marche le Chrome Store? On se rend compte que le Chrome Store est hyper bien référencé dans Google, parce que c'est un site Google évidemment, et que si tu es bien référencé dans le Chrome Store, où il y a 10 apps, tu es hyper bien référencé dans Google derrière. Chrome Store Google, ouais. Et là, on se dit, bon, allez, on fait une fiche produit. Donc tu as pris la plateforme existante du Chrome Store. On a pris la plateforme existante du Chrome Store, on a créé une fiche produit. C'était ni plus ni moins qu'un lien vers notre landing page. Et on a réappliqué exactement le même processus que je viens de te décrire pour le SEO Google même sur cette fiche produit, description, keyword, etc. Ils avaient une petite console à eux qui te délivrait avec pour aller chercher du contenu. Et là où on a fait notre première fois ligne 1 dans Google, c'était pas la landing directement de Flat, c'était notre page produit Chrome Store. Mais les gens voyaient ça. Il disait, donc là on pouvait mettre beaucoup plus de contenu, des photos, des vidéos, beaucoup plus de contenu écrit sans jamais. Donc là c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive sur les notions où Google, vu qu'il connaît le site Chrome Store, il s'autorise à donner plus d'informations dans la search. Et donc les gens ont plus d'informations, ils sont un peu plus tentés de cliquer, etc. Donc de 0 à 100K, c'était combien de temps? 3 mois. 3 mois, ça veut dire, et c'était quoi en termes de timing? Genre tu lances ta landing page, tu itères dessus, et à un moment tu réalises qu'il y a le Chrome Store. En fait, on a plus ou moins tout fait en même temps. C'est-à-dire que je te détaille les étapes, mais si tu veux, on s'est juste dit, ok, on lance en ligne, on voit que ça répond tout de suite. On regarde 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On est des éternels impatients chez Flat. Vincent me dit, attends, là il y a des recherches Chromebook, Chrome Store. Je regarde Chrome Store, je fais, ah ouais, j'en mets. Et ce qu'on aurait pu faire à l'époque, qu'on a pensé que beaucoup plus tard, c'est qu'on aurait dû même faire juste des vidéos qui parlaient de Flat sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à bloquer des recherches de nos concurrents juste avec une vidéo pas hyper quali, avec un beau titre sur YouTube. Parce que YouTube est mieux référencé que notre concurrent. Okay, ouais. Tu vois, donc il faut vraiment pas avoir peur de passer au travers de quelqu'un d'autre. Mais c'est un état d'esprit de hacker en fait. Ouais, complètement. C'est vraiment, tu es tout le temps en train de te poser la question de comment on fait plus. Voilà, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est là où il faut dès le début et très simplement se décomplexer du SEO et bien comprendre qu'en fait le SEO c'est juste, c'est pas un annuaire, mais tu vois, à la fin Google, sa mission c'est que les gens ils aient le sentiment de trouver des trucs grâce à Google. Si Google référence que de la merde, c'est de la faute de Google, c'est pas parce qu'il y a que de la merde à référencer, tu vois. Donc si tu te retrouves dans la position où tu es passé par un site que Google estime quali et que sur ce site, ta fiche est quali, hop, tu bypasses. Tu n'as pas besoin de justifier de légitimité directement sur le Google Search, mais Google va dire, ok, cette fiche-là, elle est bien, et si sur ce site web-là que je considère de notoriété suffisante, ça se passe bien, je la mets en avant. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça? Je pense que le Chrome Store maintenant, ça serait beaucoup plus compliqué. C'est saturé, c'est beaucoup plus compliqué. Disons qu'il y a beaucoup plus d'apps, beaucoup plus d'add-ons, c'est beaucoup plus rempli qu'à l'époque. À l'époque, on était dans la section musique, on était 10 quoi. Tu vois. Mais la leçon à retenir de ça, c'est plus. Il faut rester très ouvert. Regarde partout. Ouais, il faut regarder partout et il faut essayer de trouver l'endroit où il y a du trafic. Évidemment, bien plus supérieur à ce que tu fais toi. Et qui permettrait de valoriser ton contenu directement au travers de ça sur Google. Parce que la façon dont ça valorise ton contenu en termes de SEO, avec cette histoire de Chrome Store, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de visites sur le Chrome Store que sur votre site et qu'il y ait un lien qui renvoie vers votre site. L'histoire du lien, encore même pas. Tu vois, c'est un peu juste fini, le trafic que ça amène. C'est juste que, en fait, les mots-clés sont les mêmes. Mais un mot-clé équivalent, le Chrome Store a une bien meilleure notoriété. Donc tu as fait remonter ton site directement, tu as fait remonter le truc mon trafic, Chrome Store, donc et ça te faisait augmenter ton trafic. Ça m'a fait augmenter mon trafic, parce que mon trafic a augmenté, un peu de bouche à oreille. Tu vois, une personne essaye le site web, il a envie de revenir dessus, il tape une recherche, il revient dessus, etc. etc. Et ça te donne une base de légitimité. Okay. Et donc tu vois, encore une fois, là, dans tout ce que je te raconte, on a capitalisé que sur le head meta.
Il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune magie. Il n'y avait pas de copywriting, il n'y avait pas de... Que dalle. Tu vois, on a juste mis en ligne. Et donc, toutes les semaines, c'était et on passait, on regardait, auquel Chrome Store se situe là. Encore une fois, comme je te dis, on aurait même pu faire YouTube en même temps, mais on n'y a pas du tout pensé. On le fait maintenant. Mais tu vois, on a capitalisé sur le Chrome Store. Après, on a essayé plein de trucs. On a essayé le Microsoft Store, qui est un désert nucléaire. Tu vois, il n'y a rien dessus et bon, ça marche pas aussi bien. Mais tu vois, on essaye plein de trucs. On regarde, ok, ce site web-là, il a de la notoriété. Est-ce qu'on peut faire un truc chambé avec? Et surtout, l'idée, c'était de builder un trafic minimum et une notoriété pour le site web pour évidemment aller truster les premières places. Cette notoriété, elle vient uniquement du trafic? Je pense, ouais. En tout cas, ça joue beaucoup. Encore une fois, moi, je pense que, tu vois, si tu réfléchis à qu'est-ce qui fait la légitimité de pourquoi tout le monde utilise Google comme moteur de recherche, parce qu'il arrivera toujours à justifier quelque chose que tu as le sentiment que tu avais envie de trouver, tu vois. D'ailleurs, quand je tape une recherche dans Google, Google se démarque toujours pour trouver un lien qui plaît à la majorité de personnes, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que, en fait, ça devient très facilement, c'est très facile après de se dire, bah, en fait, un site qui ressort position 7, 8, 6, si les gens descendent pour cliquer dessus et ont l'air intéressés, bah pourquoi je le mettrais pas avec un algo, tu vois? Enfin, ça me paraît hyper simple. Et pourtant, c'est ce qui fait que quand quelque chose, les gens vont chercher un peu plus bas, un truc de qualité, et que tout le monde clique dessus, et que t'as pas un rebond tout de suite sur un preview, parce qu'il faut pas oublier que derrière, quel est le navigateur le plus utilisé? Le Google Chrome. Ouais. Tu vois, les stats, tu les as sur le preview, ça. Il y a rien qui les empêche de traquer ça aussi. Tu vois, tu as ouvert un site, tu t'en vas direct, bon bah, tu vois. Ouais, de toute façon, il le traque, quoi qu'il voilà. arrive. Ouais. Donc si tu veux, tout ça en fait, tu vois, c'est assez. Nous, c'est comme ça qu'on réfléchit, qu'on a réfléchi et qu'on réfléchit toujours aujourd'hui. C'est on se dit, bah en fait, si on se met à la place de Google, il y a un moment, il faut délivrer du contenu de qualité pour rester légitime que notre search c'est le meilleur du monde et que les gens n'iraient pas sur le search concurrent, DuckDuckGo, tous ces trucs-là, tu vois. Bah à la fin, en fait, tu y vas par conviction. Mais c'est quoi du contenu de qualité? Et ben voilà, comment tu définis le contenu de qualité? Et c'est ça qui est marrant. Et je te parle pas de stratégie de contenu. Je te parle juste de qu'est-ce qui donne envie à un humain de cliquer dessus et qu'est-ce qui ferait que ce contenu est plus pertinent pour l'humain qui a fait la recherche. Ça, c'est ce que Google cherche. Voilà. Pas que, parce qu'après, il y a le robot de Google, ouais. Et c'est ça qui est Mais ouf. pas que, parce qu'après, il y a quand même le comportement de la personne au sein du site. Voilà, mais attends, tu vois, ce que je suis vraiment en train de te dire, c'est qu'à cette étape-là des 100 000, sur lequel on se focus pour l'instant, on n'était toujours pas obstiné par ça. Okay, ouais. On était vraiment juste obstiné à dire on sort et on donne envie aux gens de cliquer sur cette petite ligne bleue qui sort dans Google. Et après, une fois que le trafic est devenu un peu plus important, on s'est dit ok, maintenant, nous, il faut qu'on convertisse plus, parce qu'évidemment, sur les 100 000, on en avait perdu plein, et il faut qu'on arrive à élargir le scope. Attends, vous en avez perdu plein, c'est-à-dire? C'était des sign-up ou c'était du trafic? Non, les 100 000, c'est les sign-up. Ouais. Tu vois, quand tu voyais le funnel de conversion, plein de gens avaient ouvert, previews quand même. Ouais, ok. Tu vois, et donc là, c'est. Enfin, avant qu'on passe à l'étape suivante, à la base, quand vous attaquez ce truc-là, vous vous dites, il y a un succès, un échec, ou vous y allez juste en mode. Comment ça? Genre, enfin, tu vois, la question qu'on se pose beaucoup quand on attaque du SEO, c'est combien de temps ça va me prendre avant de confirmer que le SEO est pertinent pour moi, tu vois. Alors, on n'a pas spécialement défini de conditions d'échec parce qu'on était intimement convaincus qu'en fait, c'était la manière la plus naturelle de lancer le site. De toute façon, on n'était pas des cadors en marketing, enfin en tout cas pas de marketing dans le sens SEO du terme. Donc si tu veux, en fait, on n'avait pas 10 000 solutions pour lancer flat, quoi. C'était soit on ne se vautre pas en SEO et les gens veulent trouver flat, soit en fait juste les gens ne veulent pas trouver flat et on aura beau faire plein de SEO, ça ne marchera pas et on passe à la suite, tu vois. On s'est retrouvé dans une situation où les gens voulaient trouver flat et on leur a donné la possibilité de le trouver parce qu'on a été hyper précis sur ce qu'ils étaient capables de trouver en cherchant quelque chose similaire à flat, tu vois. C'est une approche très intéressante. Ça marche pas, par exemple, si tu es sur un marché hautement concurrentiel, quoi. Bah oui et non. Alors, je pense que tu vas devoir te battre avec plus d'armes, les histoires de pub, tout ça peut-être. Tu vas devoir te différencier. C'est quelque chose qu'on a mis en place plus tard pour se différencier, pour faire toujours plus au travers de ce qu'on pourrait voir comme une stratégie un peu plus de contenu. Mais à la fin, quand même, de toute façon, il y aura toujours un site qui semble plus pertinent pour les gens. Et c'est là où, en fait, comment derrière, et c'est là où on a commencé à affiner, c'est comment tu peux rassurer et convaincre Google que tu es plus pertinent. Et il y avait des trucs hyper factuels, si tu veux. Et ça, même si je peux pas te dire, ok, j'ai vu l'algo de Google et d'ailleurs je l'ai pas vu, évidemment, mais
Typiquement, quand Google t'annonce qu'ils vont privilégier le mobile, leur conf annuel, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Un site web qui n'est pas responsive va être naturellement déclassé. Ça commence là, tu vois. Nous, nos concurrents, le jour où ils font le switch, ils sont pas. Et tu as un test factuel délivré par Google pour savoir si tu es considéré mobile friendly ou pas. Ils sont pas responsive, on l'est. Sur plein de liens, on les dépasse, on les défonce. Tu vois, des fois, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Il faut juste suivre les patch notes. Il faut suivre ce qu'ils racontent, il faut suivre leurs expériments. Là, en ce moment, ils parlent énormément, alors c'est beaucoup plus tech, mais de tout ce qu'on appelle le premier contenu interactif de la page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, que je te dise pas de bêtises, c'est découpé en 5 étapes. Mon œil perçoit quelque chose, mon œil voit quelque chose de compréhensible, mon œil voit de l'animation, mon œil, je peux interagir avec le truc et la page est complètement loadée, tu vois. Et ça, aujourd'hui, ils font de la télémétrie sur ces 5 étapes-là. Sur un pool de sites qui ont un trafic suffisant, tu peux l'avoir accès, ils le font pour toi. Nous, on est dans ce cas-là. Et en fait, aujourd'hui, on mesure énormément, comparé à nos concurrents, à quel point notre contenu va arriver, s'afficher plus vite que les autres. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est que nous, on est hyper bon là-dessus. Donc là, on est dans la tech pure. Mais encore une fois, c'est pas, tu vois, j'invente rien. Un bon dev web se pose un peu avec un dev un peu plus back sur du contenu statique. Et on met un truc en place et ça marche bien. Tu vois. Nous, on a fait énormément de contenu statique pour répondre à ça. Ça se load très vite. On ne peut pas interagir avec, mais par contre, tu as un truc perceptible très rapidement. Okay. Et juste ça a eu encore un impact sur notre SEO. Donc, une des règles que tu donnerais, c'est rester toujours au fait de ce qui se passe sur Google. Ouais. Et parce que c'est là qu'il y a les opportunités. En fait. Et ils ont un blog, ils parlent de tout ce qu'ils mettent en place. Et quand ils te disent make the web a better place ou a faster place, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Les mecs mettent en place des nouvelles techs. Et ils vont évidemment valoriser les sites web qui utilisent ces techs-là. Parce que ce seront des sites web plus canons pour les gens qui vont les ouvrir. Ouais. Google, ça veut dire que derrière, ils ont référencé un site quali. Et quand tu reprends encore un pas de recul sur quel est le business de Google à la fin, c'est que tu trouves ce que tu as envie de trouver. Tout fait sens, tu vois. Ouais. Je ne vais pas lever la main et te dire que c'est vrai à 100%, mais moi, je suis convaincu de ça. Et c'est vraiment le mindset qu'on applique au quotidien quand on travaille. D'expérience, c'est ça que vous faites, quoi. Voilà, et c'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on continue de faire. Et donc, si tu veux, on a juste beaucoup joué sur la tech pour rassurer le robot de Google. Que tu vois, dans le mobile, on était responsive. Que sur le temps de chargement, on était plus rapide que tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'on faisait de l'HTTPS, parce que tu te souviens de l'époque où ils ont dit l'HTTP, c'est fini, les gars, tu vois. Et ils l'ont annoncé. Et la première chose qu'on a fait, notre concurrent n'était pas en HTTPS, on le fait. On avait 6 mois, on commençait à ressortir avant eux, alors qu'on était très très loin de leurs plus de 2 millions de users qu'eux ils avaient, tu vois. Ouais. Et pourtant, on sortait mieux. Il n'y avait pas de C'était toujours entre 0 et 100K? Un peu plus loin derrière, tu vois, mais globalement, on se battait toujours pour se différencier sur l'aspect tech pour assurer, tu vois. Okay. Et après, évidemment, tu vois, une fois qu'on avait toute cette tech-là, on voyait qu'on sortait hyper bien. On a commencé à se dire, OK, étape d'après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on convertisse mieux, parce que comme on disait avant, on a nos 100 000 users. Qui ont sign up, qui n'ont peut-être pas utilisé très longtemps, mais qui ont sign up, qui se sont laissés convaincre par la promesse. Mais il y en a plein qui ont rebondi sur la landing. Comment on fait pour en convaincre? Rebondi, ils sont arrivés, ils ont vu la landing et puis ils se sont dit walou, ça ne me correspond pas. Okay. Ou ils ont peut-être sign up. C'était quoi, la landing, elle ressemblait à quoi à ce moment-là? C'était un champ email et... Screenshot, catchphrase, la même que les méta et un logo très moche et sign up, 2-3 features qu'on pensait ouf. Qui faisait vraiment la diff, tu vois, l'histoire du collaboratif, okay. Etc. Terminé. Et sign up, c'était quoi? C'était nom, prénom? Non, c'était signing with Google, tu vois. Okay. Ou signing with Facebook, et en petit caché signing with email, tu vois. Donc là, on a commencé à retravailler la landing, faire un truc beaucoup plus catchy. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que on grossit, on convertit un peu mieux, l'ADB dans le temps. Donc là, ça va paraître court, mais dans le temps, là, je te parle d'un truc lissé sur 12-18 mois, ce que je vais aborder là. Donc, on arrive sur une landing plus concrète, c'est-à-dire, il y a du vrai contenu, on explique la valeur ajoutée de Flat, on est déjà dans un discours un peu plus commercial, marketing, entre guillemets. Ouais. Et là, on se rend compte que sur des recherches un peu plus spécifiques, on est déclassé par rapport à nos concurrents. On se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi on sortirait derrière eux sur la notion de faire des exercices en ligne sur les Chromebooks, tu vois, par exemple. Et là, on se dit, on ne peut pas tout mettre dans les head méta, c'est bizarre. Et là, on arrive sur les fameux H1, tout ça. Tu vois, tu te dis comment j'amène un peu plus de contenu statique, que donc Google peut lire avec son robot, peut parser,
pour que si la personne fait une recherche un peu plus spécifique, Google puisse dire ok, donc là la notion de base c'est flat, c'est un outil en ligne de partition, et dans le H1 deuxième viewport, il parle effectivement d'assignment pour les étudiants sur Chromebook par exemple. Et là on s'est dit ok, donc on a commencé à réécrire nos H1, nos descriptions, etc. Toujours sur la landing unique. Toujours sur la landing, mais là comme je te dis, on l'avait travaillé un peu plus. Ouais. On mettait du contenu statique qui expliquait bien le pourquoi du comment, etc. Et là, on a commencé à voir qu'en fait, on arrivait du coup à mieux se positionner sur certains types de recherches. Et vous aviez toujours qu'un mot-clé à la fois que vous espériez que les gens tapent ou... Non, si tu veux, on avait étendu. C'est-à-dire qu'après, on allait dans le H1, on en mettait un petit peu plus, mais on avait pondéré qu'est-ce qui devait être absolument dans le head, qui était vraiment le top du top, qui devait être dit pour convertir les gens. Donc ça, encore une fois, tu vois, il n'y a pas de magie noire. Tu regardes les stats, tu croises, tu réfléchis. Et puis à un moment tu prends une décision quoi. Tu vois que tu chutes sur un lien, sur un type de recherche par rapport à ton concurrent, tu peut-être réadaptes ton head ou tu réadaptes ta méta, ou tu te dis bon on va essayer de rajouter un viewport avec un peu plus d'informations, voir ce que ça change, etc. C'est vraiment l'itération, c'est du régulier, c'est du récurrent. Et ça tu fais pendant 12-18 mois? Tout le temps, même aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les semaines, il y a un petit bilan d'une heure, on prend les stats, on regarde et on va aller changer 2-3 mots. Parce qu'on voit qu'on est en train de se déclasser sur tout un bout de discours, on pourrait dire. Donc on se dit, ok, bon là on va changer ce mot-là, parce que ça va nous permettre de remonter, parce que plutôt qu'il soit dans le H2 ou dans le body, on l'a mis, pas dans le body, juste en texte, on va le remettre dans le H1, donc tu vois, ça indique que c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Et dans ce jeu-là, on s'est rendu compte que Google gérait les synonymes. Ça a été une énorme découverte parce que comme moi j'étais en train de rédiger, j'avais tous mes buzzwords à caler, je me disais à un moment ça commence vraiment à être le bingo la description, c'est plus du tout commercial, tu vois, le mec il a tout mis et en fait tu passes dessus, tu te dis le mec il a craqué, tu vois. Je vois très bien. Ouais. Et sur certaines recherches, je comprenais pas comment on pouvait être derrière. Alors que moi j'avais le buzzword mais pas nos concurrents. Le mec il a craqué, oui, ça fait des trucs genre l'éditeur de musique en ligne collaborative avec gratuit. Des et tu vois, ouais. Et il n'y a plus de continuité, c'est pas fluide, humainement parlant, c'est désagréable. C'est lisible par un robot de Google, mais pas par une personne. Ouais. Et là en fait on s'est rendu compte que les synonymes étaient gérés, ce qui change tout. Donc tu peux faire des phrases beaucoup plus canon tout en restant pertinent dans les recherches. Bref. Ça, on l'a compris dans le temps, mais encore une fois, on a juste rajouté du contenu dans les H1, etc. Et nous, on prenait la décision de, ok, dans la head méta, voilà ce qu'on veut mettre, hyper important, incontournable, et c'est vraiment le top hit. Et ensuite, des descriptions un peu plus spécifiques sur quelqu'un qui a envie de... Et tout ce jeu-là, tu le fais en parallèle de quoi? Tu veux, évidemment, parce que depuis le début, je te parle d'une recherche hyper spécifique, éditeur gratuit, machin, et tu veux élargir ton scope. Tu veux passer de l'éditeur gratuit collaboratif en ligne à l'éditeur de partition. Et comment tu passes de ça à ça? Donc il faut gagner du trafic. Il faut construire cette notoriété au travers du trafic. Avec cette notoriété qui grossit, tu peux tenter d'adresser plus de personnes, donc te confronter à un pool de réponses plus important. Et là, pour le coup, c'est est-ce que tu l'as fait trop tôt ou pas, tu vois. Il y a pas de, je peux pas te dire le moment où tu le sens, c'est le moment d'y aller. Je serais incapable de te décrire à quel moment tu le sens et tu y vas. Mais nous, tu vois, petit à petit, on a enlevé des petits mots. On s'est dit bon là, ça sera juste un éditeur de partition. Toujours sur la landing unique. Toujours dans les heads. Ça m'intrigue énormément. Okay. Et on a commencé à rendre moins spécifique la description pour répondre à soit des recherches ultra spécifiques, soit des recherches vagues. Donc aujourd'hui, tu vois, une personne qui cherche un éditeur de partition, il tombe sur Flat quand même. Ouais. Parce qu'on a monté en notoriété. Et que du coup, tu pouvais te permettre d'être moins spécifique. On s'est permis d'élargir un peu le champ de recherche, en tout cas d'élargir le scope de personnes à qui on pourrait potentiellement répondre en termes d'intérêt, en étant plus généraliste dans la description du produit. Et ça, il faut faire très attention. Ça se travaille dans le temps, il ne faut pas brûler toutes les étapes d'un coup. L'erreur numéro 1 des gens en SEO, c'est ils mettent une description genre the best tool pour laver sa douche ou the best post-it ever, tu vois, et ils s'attendent à ce que le mec aille dans Google et se dise tu tapes pas the best post-it ever, tu vois, c'est un moment il y a peu de chance, ouais. Il y a peu de chance, et pourtant tu vas voir plein de gens qui vont tenter le coup, tu vois, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? On fait le best post-it ever.
Bah non, non les gars, moi je vais pas dans Google taper the best post-it ever. Oui, il y a une question un peu d'empathie et de sortir de sa propre bulle. Et en fait les gens sont dépassés, ils disent je comprends pas, j'ai fait un discours commercial de ouf, je vends quand même le meilleur post-it du monde. Bah non, tu vas pas dans Google. Parce que si tu tapes the best post-it ever, ou c'est soit, et je trouve ça bizarre tu vois, de dire, où tu vas chercher un comparatif, tu vois, mais tu vas pas taper le best jean du monde, tu vois, ou je sais pas quoi d'autre. Tu vas à un moment chercher quelque chose, en tout cas quand tu fais une recherche, c'est que tu sais pas ce que tu veux trouver. Donc si tu veux, ça reboucle aussi d'ailleurs sur l'importance ou pas du nom. Tu vois, flat, appartement, on peut faire plein de vannes autour. N'empêche que flat, aujourd'hui, tu tapes flat, tu trouves pas un appart, tu trouves nous, quoi. Ok. Tu vois, parce qu'on a pris en notoriété et parce qu'aujourd'hui, les gens qui tapent flat en premier, alors ça dépend des pays évidemment, mais aujourd'hui, tu tapes juste flat, et c'est nous on est quand même sur la première page, tu vois. Selon les pays, première ligne ou pas, mais aujourd'hui, tu nous trouves. Donc tu as cet effet boule de neige en fait, voilà, de ça grossit. Il faut le cultiver. Cette notoriété, il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter, toujours la nourrir et toujours essayer de continuer parce que et après tu rentres dans un jeu qui est et on a encore plein de trucs à faire. Tu vois, moi je suis hyper excité. Il y a des étapes qu'on n'a toujours pas achevées. Je t'expliquerai après. Mais en gros, tu vois, si tu restes pragmatique sur ce que les gens vont chercher et que tu t'élargis de petit à petit, petit à petit, tu vas adresser plus de personnes, les gens peuvent te trouver, peut-être qu'ils vont cliquer, peut-être qu'ils vont pas cliquer, mais en tout cas, après, tu affines ce que tu vas raconter selon les recherches, etc. Et les personnes vont plus ou moins convertir. Donc, tu as de 0 à 3 mois cette espèce de test initial avec la mise en place de différents phénomènes avec le Chrome Store, etc. Puis ensuite, tu as 12-18 mois derrière. Ou toujours pareil, toutes les semaines, tu es en mode comment je fais pour réaffiner Comment je fais pour réaffiner. Et tu as des baisses, tu as des montées. Mais c'est comme une partie de risque. Tu prends des bêtes, tu positionnes, tu poses des jetons à des endroits et tu prends des paris. Et peut-être tu vas gagner, peut-être tu vas pas gagner. Nous, on utilisait un outil qui s'appelle d'ailleurs toujours Serposcope, dans lequel tu vas préenregistrer des recherches. Et tous les jours, il va effectuer ses recherches de façon complètement anonymisée pour éviter, tu sais, la suggestion selon tes goûts, etc. ou selon ta localisation. On avait automatisé ça avec un script et en gros, par pays, par recherche, on voyait tous les jours, on en était entre 1 et 8 dans les résultats de recherche. Et donc après, ils te mettent un peu de couleur pour que ça aille vite. Et ça, on l'a également fait pour nos concurrents. Donc en fait, à partir de là, tu as un espèce de mini tableau où tu regardes, ok, là, sur cette recherche-là, eux, ils sont en train de remonter, c'est chaud. Tu fais un changement, tu vois qu'ils viennent de tomber de 8-12 places, tu dis ok, gagné. En même temps, bon, ça drive 100 mecs par jour, est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre à côté, tu vois, et tu pondères, et tu joues, et tu te dis ok, bon bah là, on a gagné des places sur cette recherche-là, mais en même temps, à la fin du truc, ça fait que 150, 200 mecs en plus. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Du coup, ça leur permet de remonter là. Est-ce que c'est vraiment en lien ou est-ce qu'ils ont changé un truc? Ça paraît vaseux, mais en fait, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Tu te poses, tu regardes, en plus, il y a des belles couleurs, donc tu vois, c'est très, très, très parlant. Et on a fait ça. Et après, tu vois des nouvelles recherches ou tu veux lancer une nouvelle feature. Hop, tu rajoutes dans ton Serposcope et tu regardes. Parce que sur les 12-18 mois, vous avez sorti le produit aussi? Oui. En fait, c'est un produit qui a toujours été là. C'est juste qu'on a vraiment itéré et sur le produit et il n'y avait pas de produit. Vous faisiez que 2 choses en fait. Vous faisiez que. De toute façon, on savait faire que ça. Hein. Vous faisiez que SEO et voilà. Product Dev, quoi. Exactement. Et après, on a créé une relation avec la communauté. Tu auras plein d'autres personnes qui te parleront beaucoup mieux de comment créer une relation de dingo, de proximité avec les communautés. Nous, la seule chose qu'on a faite, c'est on a beaucoup échangé avec eux par email pour essayer de comprendre certaines recherches. Des fois, je posais des questions bêtes, tu vois, je disais, ok, je suis français, est-ce que vous définiriez ScoreWriter comme un vrai motif de recherche pour tomber sur Flat, tu vois? Ou je comprends pas, qu'est-ce que vous avez tapé pour venir sur Flat? Et en fait, quand tu arrives, tu as une proximité comme ça qui se crée d'un coup. Encore une fois, il faut se souvenir, on est un peu vieux, nous, donc tu vois, ça fait 4 ans de ça. Les bots n'étaient pas autant présents qu'aujourd'hui, donc les gens étaient beaucoup moins. Ils n'avaient pas l'impression que c'était un robot qui leur parlait, donc ils étaient tout de suite contents que ça pop-up, un petit mail, bonjour, je me posais une petite question, c'est Pierrot, salut quoi. Et évidemment, comble de tout, je faisais souvent une petite typo, je faisais une faute d'orthographe ou de grammaire, donc ils se disaient, si c'est un robot, franchement, le mec c'est un tocard quoi. Donc si tu veux, ça nous a permis aussi d'alimenter un petit peu nos réflexions, etc.
Ok, donc là, donc c'est tout le temps de la recherche, quoi. Ouais, de l'itération. C'est tout le temps de la recherche et d'essayer de placer des paris, comme tu dis, quoi. Et ça grossit, ok. C'est fou. Et parce que tu vois, on prend. Mais encore une fois, on reste très consistant dans le temps, on ne brûle pas les étapes. Parce que voilà, là, ce que je te raconte, ça prend 12-18 mois. Et c'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait que c'est un outil, pas une solution de croissance, tu vois. Évidemment, aujourd'hui, je te présente ça et on a basé tout dessus, ça a super bien marché. Ça peut paraître la solution miracle, mais toutes les personnes qui sont venues m'en parler, que j'ai pu essayer de réfléchir avec eux sur leur stratégie de SEO, franchement, 3 cas sur 4, voire même 4 sur 5, ça commence par le head. Où je suis là en mode, gars, reprends ton head. Est-ce que ton produit, c'est vraiment ça, sa description? Bah oui, c'est charmé. Et je dis, ouais, mais tu vois, j'avais bossé un petit peu avec Kabaya. Ouais. Bonnet en laine. Ah mec, ouais, bonnet en laine, quoi. Putain, il y en a 150 000 des bonnets en laine. Ça va beaucoup plus loin que ça, du SEO, tu vois. Pourtant, ça ne l'empêchait pas, lui, de cartonner sur plein d'autres axes, tu vois. Mais il faisait un peu une recherche sur le SEO. Et je lui dis, bah ouais, mais moi, je cherche un bonnet, je tape pas bonnet en laine. J'ai tout le web qui me tombe dessus pour bonnet en laine, tu vois. Qu'est-ce qui fait que Kabaya est charmé, tu vois? Et qu'est-ce qui fait que quand je vais chercher quelque chose pour un bonnet, je tombe sur Kabaya et je tombe pas sur le bonnet en laine d'Amazon, tu vois? Bah oui, tu vois. Tu peux pas te battre contre Amazon. Ouais, ça a beaucoup de sens, ouais. Tu vois, et ça démarre là. Plein de boîtes de TF, on pourrait s'amuser à faire l'exercice autour de ça, tu vois. Et en fait, on se rendrait compte que c'est toujours le même problème. Les gens arrivent, ils ont l'impression que je vais leur sortir un truc de ouf. Et je dis, ok, envoie le head, on regarde le head et je dis, bah les gars, tu vois. Vous avez déconné. Je dis, non, mais tu vois, évidemment, vous êtes noyé dans la masse, tu vois. Vous êtes noyé dans la masse, il n'y a aucune raison que Google vous mette devant votre concurrent. C'est pas parce que vous marquez The Best qu'il y a un robot qui va dire, bah ouais, c'est The Best, tu vois. Ouais, c'est qu'il vaut mieux bien se placer sur une recherche avec 10 000 personnes que être mal placé sur une recherche à 10 millions. Bah oui, parce qu'il y a un moment, les gens sont patients, mais passer la page 10, t'abandonnes, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important de bien le comprendre. Moi, j'ai une question qui est liée à ce que tu disais sur la Search Console tout à l'heure. Parce que tu disais que tu pouvais suivre les mots-clés par lesquels les gens arrivaient sur ton site, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans Analytics de tous les note sets là? Tu sais, tu peux voir dans Analytics les mots-clés. Ouais. Et il y en a plein qui sont plus traqués en fait aujourd'hui et c'est une galère de comprendre. Alors je t'avoue que nous. La Search Console fait ça mieux? Ouais, franchement, nous, Analytics, on a plutôt regardé ça après il arrive sur la landing, comment il s'est baladé. Ouais. Mais comment il arrive sur la landing, on a vraiment utilisé la Search Console. La Search Console. Et après, juste on regarde Analytics pour avoir une notion de volume global, tu vois. L'idée, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que je pense que l'Analytics va te donner une vision généraliste de un peu ce qui se passe. Et la Search Console va t'aider à prendre des décisions affinées. Et tu peux d'ailleurs croiser ça aussi avec le Ad Planner, où tu ne vas pas pour payer, mais de savoir le prix d'un bet et le trafic par mot-clé, ça peut te donner aussi des indications. Donc tu vois, à la fin, on est venu rajouter ça dedans aussi. On regardait sur certains mots-clés quel était le trafic que le Ad Planner de Google nous annonçait, combien c'était le prix et combien était le gain évalué. Tu vois. Ça vous servait à quoi? Juste à se donner une idée sur des tendances, tu vois. Parce que parce que le Ad Planner te donne un average du volume autour de ces mots-clés-là aussi, tu vois. Okay, ouais. Donc quand tu n'es pas du tout positionné dessus et que tu considères que peut-être c'est intéressant, tu vois que tes concurrents ne le font pas, là tu commences à manquer un peu de data pour savoir de quoi on cause. Et Google Trends? Alors Google Trends, on a un peu utilisé, mais pas tant que ça. Tu vois, on a joué un peu avec, et très vite, naturellement, je vais pas te dire c'est pas bien ou c'est bien. C'est juste c'est très vite sorti de mon train-train. Ok. On a joué un petit peu avec, mais je pense que pour le coup, on était sur un marché qui est trop spécifique pour que ça ait vraiment quelque chose de significatif. Parce qu'on l'avait mis sur des mots-clés, justement, les score writers, music scores, music notation software, tout ça. Et puis, bon, voilà, tu vois, très vite, je me suis dit, j'avais pas le sentiment d'avancer plus loin ou mieux avec ça. Donc, si tu veux, ça, on l'a mis de côté. Alors, je suis sûr, on le réouvrirait, ça sera peut-être les settings de l'époque, tu vois. Donc, bon, il y a ça. Il y a toute cette partie-là où tu commences, tu commences à mettre en place vraiment beaucoup de mots-clés. Tu commences vraiment à avoir plein de recherches différentes que tu traques, que tu évalues les performances par rapport à tes concurrents ou toi, etc. etc. Et là, encore une fois, tu vois, il n'y a pas derrière de stratégie
de referral, il n'y a pas de stratégie de machin. Tu vois. C'est juste, on continue d'essayer d'être le plus global possible, de répondre à une demande, ou en tout cas quelque chose que les gens vont chercher dans Google. Après, il y a ce mythe, qui est quand même important, on le reconnaît, hein, ça a changé, il y a eu un avant, un après qu'on ait réussi à faire ça. Il y a quand même cette notion de combien de liens pointent vers toi. Okay. Alors, les techniques des années 2000, en mode, tu sais, c'était l'époque où tu appelais le site de cuisine et tu leur disais mettez un lien en hidden dans votre footer parce que ça va me faire plein de backlinks. Moi je faisais ça à l'époque. Ouais. Bah, moi aussi, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout et c'est même un risque. Tu prends même un risque d'ailleurs de te faire juste blacklister comme tricheur. Tu vois. Donc ça n'existe plus. Mais par contre, tu vois, nous le jour où on a été référencé sur google.com /éducation/partner, voilà, en termes de notoriété, parce que c'est un des points de l'algorithme de Google, c'est qu'il prend les sites qui ont le plus de notoriété. Voilà, et de qui il parle. Et vers qui il pointe. Exactement. Et ces sites vers qui il pointe prennent de la notoriété instantanément. Et ouais, là pour le coup, on va pas s'en cacher, il y a eu un avant, un après. Ouais. Où là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à sur des recherches similaires à nos concurrents, on passe de 4 à 1, tu vois. En termes de, je passe de 4 à 1 dans la position des recherches. Ouais. Tu vois, et à partir de là, évidemment, ça a accéléré notre croissance. Je ne pourrais pas te la quantifier, mais en restant dans un sujet SEO pur, sans aucun changement, on passait en moyenne de 3, 4, 4, 5 à 1, 1, 2, tu vois. Ouais. Donc évidemment, et là on s'est dit, bon, ok, ça marche toujours un peu quand même cette affaire. Donc là, on allait chercher à Microsoft.com. Là, on est allé et sur des sites qui n'ont rien à voir avec Flat, digitalocean.com. Et on s'est dit, bon, allez, quels sont Comment Microsoft, on a fait une app sur leur store. Okay, ouais. Et comme c'était à Microsoft.com/store quelque chose, ça a aidé. DigitalOcean, c'est parce qu'on faisait partie de leur programme de start-up. Et là, c'était un peu la surprise, mais quand ils ont dit ouais, j'ai dit à Vincent, je dis écoute, on s'entend bien avec eux, ça fait hyper longtemps qu'on est chez eux, il y a le programme, essaye de te démerder pour qu'on soit dans les témoignages, tu vois, essaye de pousser un peu sur le feedback. Coup de bol, ça marche, tu vois, boum, ça a un impact aussi, on gagne en notoriété, etc. C'est marrant. Donc en fait, vous cherchez tous les idées pour avoir des gros liens qui backlinkent. Voilà, tu vois, et t'es pas obligé d'aller chercher tout de suite un truc qui a un lien direct avec ce que tu fais. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais un blog sur les Google Glass là, et j'avais mis un lien dans Wikipédia en mode site non officiel, machin. On l'a fait aussi. Ouais. Il faut voir ça comme une petite tirelire, une petite tirelire cochon, tu vois, où chaque lien a une importance. Évidemment, certains vont être beaucoup plus importants que d'autres, mais tu peux pas baser toute ta stratégie juste sur du lien comme on pouvait faire il y a 15 ans. Tu vois. Donc tu as ce besoin de quand même bâtir ta notoriété et après ça vient accélérer le j'ai envie de te dire que tu peux bâtir une notoriété sans ces backlinks là, mais encore une fois, les faits nous montrent que le google.com nous a complètement… Mais tu commences pas par ça quoi. Disons que non, puis ça n'a aucun intérêt. Enfin, qui a envie de parler d'un site que personne ne trouve, tu vois. Enfin, vu que ça doit être organique aussi, tu vois, et que ça peut pas être juste effectivement. Parce que tu peux appeler tout le monde, mettre un backlink, mais si tu parles mal de ton produit, si les gens c'est pas ce qu'ils ont envie de lire non plus, que ça les convainc pas, tu vois, moi je pense que c'est vraiment, c'est un peu, non mais le web est devenu un vrai endroit quoi. C'est plus le Far West comme à l'époque. Ouais. Clairement. Donc voilà, il y a tout ça. Vraiment cette base. Et encore une fois, tu vois, comme je te dis, on démystifie vraiment le truc. Évidemment, il y a des critères technologiques, mais dans l'ensemble, on est quand même sur du pragmatique, de l'opérationnel c'est de l'ops, tu vois. C'est vraiment, c'est pragmatique, quoi. Tu vois. Donc là, c'est vraiment juste. Moi, je trouve ça fascinant. Hein. Genre, t'as une approche qui est récupère le plus d'infos possible sur où t'en es avec comment t'as dit que ça s'appelait l'outil? Serposcope. Donc tu peux vraiment monitorer ta position et celle de tes concurrents. Et tous les jours, tu vas checker comment ça se place. Source, donc n'importe qui peut l'utiliser, c'est gratuit, c'est génial. Quoi. Trop bien, on fera une fiche dessus. Tu utilises un outil comme celui-là, ou en tout cas tu te penches là-dessus, tu regardes tout le temps ce qui se passe, tu modifies ta page et elle monte. Et elle monte ou elle descend, hein. Attention, ça marche dans les deux sens. Mais parce que c'est Game of Thrones, c'est pas parce que tu t'es assis sur le trône position 1 que tu vas y rester longtemps. C'est tout l'intérêt et c'est une erreur qu'on a fait d'ailleurs. À un moment, on était vraiment trusté en haut et moi j'ai un peu arrêté pour me concentrer sur d'autres sujets et un jour j'ai rouvert, j'ai fait oh putain.
Donc tu oublies un petit peu qu'en fait, parce que tu as du trafic, tu oublies de surveiller et ça ne te pardonne pas. Ouais. C'est un truc où il faut mettre une routine en place et c'est comme la routine de sport. Il ne faut jamais s'y dérober. Il faut la garder et sinon ça devient très vite ingrat. Tu vois. Ça te correspond bien. Hein, exactement. Sportif. Donc il y a ça et après on arrive dans une autre notion qui là était hyper intéressante. Si tu veux, c'est que donc ça nous a aidé vraiment à bâtir Flat, ça nous a aidé à arriver globalement. Donc on avait 78% de notre acquisition, elle était organique sur le SEO. Le reste c'était de l'accès direct, plus ou moins soit des gens qui avaient entendu parler de Flat et qui avaient tapé directement flat.io, soit un gars avait envoyé un lien, bref. Et on s'est rendu compte d'un truc ensuite, c'est que non, avant ça, comment on a accéléré dessus. Ça nous a donné nos 1500 sign-up par jour. Tu vois. Ok. Ensuite, on s'est dit, on a vu qu'on avait une communauté qui grossissait dans des pays un peu plus spécifiques. Et là, on s'est dit, mais attends, dans un pays hispanique, si on cherche, alors je ne parle pas espagnol, mais partitura, tout ça, là, en fait, si tu faisais une recherche généraliste, il n'y avait que 115 000 résultats. Ok. Tu te dis, attends, il y a quand même une communauté hispanique au monde qui est chambée, qui est quand même hyper à bloc dans la ZIC. Et si eux font une recherche en espagnol depuis leur petit Google, quel que soit en Amérique du Sud ou en Espagne, il n'y a que 115 000 résultats à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Internet. Tu vois. Tu te dis, putain, attends, avec ma petite notoriété de base, qui était déjà conséquente quand même à l'époque, comment je vais dire à Google, mec, je suis dispo en espagnol. Et là, moi, je flippe. Je dis, j'avais jamais fait ça, cette phase d'internationalisation du référencement. Je dis à Vincent, attends, il faut traduire tout le site et tout, ça va être compliqué. Il me dit, non, on va juste traduire la méta et la head. Et l'abus. Et en fait, c'est là, alors là, il y a une erreur importante à éviter, qu'il faut faire très attention, c'est que il faut absolument utiliser les bonnes balises pour signaler à Google qu'il y a du contenu disponible dans une autre langue. Tu sais, il y a plein de sites, on voit, ils font l'erreur, il y a un bout de JavaScript qui regarde quelle est la langue du navigateur ou du système et qui dit OK, je reload dans telle langue. Sauf que Google n'exécute pas le JavaScript, ce serait une faille de sécurité catastrophique. Donc il y a des balises spécifiques à ça qui sont importantes de mettre en place pour signaler au moteur de recherche que pour les Espagnols, on a soit un espagnol général, soit un espagnol d'Argentine, un espagnol de Pérou, un espagnol de machin. Ça, c'est tu tapes sur Google, tu trouves quoi. Même dans la Search Console, il y a un petit tuto là-dessus. Okay, Et à partir du moment où tu le mets en place, si tu fais de la merde, il te signale direct dans la Search Console, tu as un énorme warning, etc. Et là, ça a été radical. C'est-à-dire qu'on a juste mis éditeur partition, donc en espagnol. La semaine d'après, on avait un trafic beaucoup plus important qui arrivait de tous les pays hispaniques. On s'est dit, c'est chambé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la communauté de nous le faire pour chaque pays. Donc là, on a commencé à juste dire, bon, si vous voulez un compte gratuit, traduisez les heads et juste les viewports de la landing. Et là, polonais, roumain, italien, suédois, danois, coréen, japonais, c'est parti dans tous les sens. Et en fait, on se rendait compte que dès qu'on sortait d'une recherche en anglais, il n'y avait personne qui traduisait, ou en tout cas qui faisait suffisamment bien les choses pour signaler à Google que c'était disponible dans une autre langue. Ça, c'est bien beau de mettre dans le footer, cliquez là pour avoir la version. Mais ça, Google, ça lui parle pas, ça, tu vois. Ouais. Il y a une balise, tu l'utilises, ou si tu l'utilises pas, il le saura pas. Et là, on se déploie, boum, on va chercher encore plus de trafic dans toutes les langues, etc. Le contre-pied de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dépassé. Mais si tu veux, dans une dynamique SEO pure, c'est du délire. C'est-à-dire que tout le monde se dit, il faut se lancer en anglais, mais à un moment, en fait, il faut aussi se dire, putain, mais en fait, il n'y a personne qui target les Espagnols. Mais c'était que le head et les achats. Étape 1, ouais. Et après, la landing, les viewports de la landing. Okay. Ce qui est important de dire, c'est que malgré toute cette notoriété, tout ça, tout est toujours à faire pour chaque nouvelle page. Tout ce que je te raconte depuis bientôt 1 heure, il faut toujours le réappliquer à chaque nouvelle page. Tu vois, quand on a lancé les tablatures sur Flat, parce que là, du coup, jusqu'à maintenant, on est toujours sur une landing. Ouais, on est sur une landing. Une landing avec le produit derrière. Voilà, avec le produit derrière et des viewports. Mais le produit derrière, il n'est pas référencé. Non, nous, ce qu'on référence, c'est juste la landing. C'est la landing, et derrière, à ce moment-là, en tout cas, c'était une landing qui attirait du monde. Un petit peu de Chrome Store toujours, mais ça descend et aujourd'hui, c'est plus rien. Et du bouche à oreille. Du bouche à oreille énormément, tu vois, mais avec un marketing râle et pas crête, comme aujourd'hui.
Et donc si tu veux, on prépare les tablatures, etc. Et on se fait un peu griser, tu vois, on cartonnait, on trustait les places numéro 1, etc. Enfin les premières lignes dans les résultats. Et on s'est dit, bon, ok, on lance les tablatures, quels sont les scopes qu'on peut adresser les plus larges, tu vois. Donc là on regarde qu'en fait autour des tablatures, il y a le fameux site Ultimate Guitar qui cartonne de ouf en trafic et Guitar Pro. Voilà. On regarde, ils n'ont pas le droit de déposer une protection de marque dessus parce que c'est des mots trop généralistes. On fait une landing, dit Ultimate Guitar Pro Tab Experience. Et on se dit, on fait un head là-dessus, landing dédié, et on va cartonner parce que voilà, Flat a une notoriété de malade, la landing page principale a une notoriété de malade, donc celle-ci, elle va truster direct. Fiasco. Ça a mis 1 an et demi à ressortir. Ah ouais. Je te jure, on a lancé le truc, on sortait nulle part. On ne sortait nulle part, tu vois. Et donc on a commencé à regarder, on était un peu dégoûtés et tout. Et bon, stratégie faisant, on a dit ok, les tablatures sont en place, mais en fait il nous manque plein de trucs, donc on va pas trop valoriser. On laissons comme ça et voyons le temps que ça prend, tu vois. Ce qui est quand même un luxe de se dire on peut attendre 1 an et demi. Ouais. Mais tu vois, on a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est monté doucement mais sûrement. Ça a mis 1 an et demi, tu vois. Et donc aujourd'hui, le trafic est pas mal. Si on avait réappliqué tout ce que je viens de te raconter depuis 1 heure sur le lancement de cette landing-là, très spécifique, et pof, on réécarte doucement, etc., on aurait pu vraiment cartonner beaucoup plus, quoi. Ouais. Donc rien n'est acquis. Et c'est pas parce que tu l'as acquis sur une page qu'il faut le faire toujours aussi bien, tu vois. Évidemment, je pense que la notoriété a fait qu'on a quand même ressorti un petit peu plus vite. Mais on était très très loin du pari de ouf. C'est hyper intéressant parce que tu as Blondie d'un côté qui dit moi je crée 50 landing pages d'un coup pour bourriner en termes de contenu et du coup il peut pas optimiser aussi bien que toi. Et toi tu fais un truc disons que genre très fort quoi. Une landing très fort. Ouais, une landing très fort ou en tout cas tu itères très fort dessus et, c'est ça, ouais. Et tu regardes les spécificités de cette landing aux petits détails près, etc. Encore une fois, nous on a eu de la chance. Peut-être dans d'autres situations, on aurait pu y tirer plus fort. Ce que je réponds à ça, parce que du coup, ce que je te raconte là, on l'a appliqué au site d'e-commerce Veto de ma mère. Donc là, on est quand même dans un marché beaucoup plus saturé. Tous ces conseils techniques là, et derrière de bien remplir les balises pour chaque produit, t'automatises. Mais l'aspect tech de je suis bien responsive, je load plus rapidement que tous les autres. C'est incalculable le nombre, ne serait-ce que de veto de sites de médoc pour animaux en France. En un mois, elle était devant tout le monde, quoi. Ouais. Tu vois, parce que juste c'était bien présenté, techniquement les robots étaient rassurés parce que ça loadait vite, c'était sécurisé, c'était responsive. Ça avait l'air d'utiliser les dernières technos en termes de tout ce qu'on appelle les progressive web apps, etc. Elle finit devant tout le monde. Elle était emmerdée parce que, en fait, elle n'était pas prête. T'es là, j'ai trop de commandes. J'étais là, maman, c'est ce que tu voulais, non? On va pas demander à Google de stopper le truc une semaine, quoi, tu vois. Il y a quand même, tu vois, à un moment, c'est toujours la même chose qui se reproduit, tu vois. Et peut-être que c'est saturé, mais il n'empêche que si tout le monde fait de la merde et que toi tu le fais mieux que les autres, voilà, tu rassures l'algo et naturellement tu vas passer plus vite que tout le monde, bien référencé, avec du petit contenu sympa, etc. À la fin, derrière, il y a un jeu derrière qui se passe chez elle, qui est mal fait, de comment j'incite à l'achat, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en termes de trafic et en termes de volume de commandes de base, il est déjà très bien. Et je pense que plein de pharmaciens rêveraient d'avoir la même chose, ne serait-ce que pour arrondir leur fin de mois, tu vois. Donc si tu veux, ça montre bien qu'il ne faut pas aller chercher très loin, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup pour mettre en place une stratégie qui tient la route. Et que c'est pas non plus une histoire de type de business. Pas du tout. Parce que t'es pas une web app, une start-up comme vous, que ça marche pas. Non, mais bien sûr que non. Et de toute façon, après, encore une fois, ce qui est vachement bien, c'est que tous les outils qui te permettent de valider ce que je te raconte factuellement sur l'aspect tech, ils sont gratuits, ils sont dispo en ligne. Donc même si tu prends un freelance qui baratine, à la fin, c'est factuel. Est-ce que j'ai une bonne note par Google sur la vitesse de chargement? Est-ce que j'ai une bonne note de Google sur ma capacité à utiliser des technologies nouvelles, etc., sur responsive? À la fin, si c'est 0 partout, tu payes pas. Le mec, il aura eu beau te raconter tout ce qu'il veut, te faire des grands mouvements à la Steve Vai, là, non. Tu vois, à la fin, mec, t'es pas en place, quoi. Point barre. Donc ça, c'est chambé. Et après, il y a ce jeu, et c'est de toujours essayer de prendre plus de place dans Google. Quand tu arrives sur une notoriété comme la nôtre, tu rentres dans un nouveau cycle où évidemment il faut défendre ta place, mais ça avec Serposcope, etc., tu le fais très bien.
Et ensuite, il y a ce jeu de comment je rajoute des liens sur la première page pour déclasser les autres, laisser moins d'options, moins de place aux autres. Et il y a tout ce qu'on appelle les rich snippets. Ouais. Tu vois un peu ce que c'est? Donc c'est tous les trucs, les étoiles, les images. Si tu veux ramener un prix, si tu veux ramener un petit commentaire dans Google. Ouais. C'est toutes les infos qu'il n'y a que sur ton site normalement, mais qui en fait finissent par apparaître dans Google. Et comment tu débloques de la place pour ça? C'est si tu es légitime aux yeux de Google pour prendre plus de place. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu peux commencer à prendre un peu plus de place, l'œil va être plus attiré par quelque chose qui prend plus de place, donc tu vas chercher plus de clics. Typiquement, tu vois, toutes les notions de ce qu'on appelle le internal linking, tu fais pointer des liens sur ton site web entre eux pour que Google voit qu'il y a une densité en interne sur certaines pages, donc il va déduire que c'est des pages importantes. Et quand tu commences à prendre de la notoriété, il rajoute des petits liens en dessous. Donc il y a le pricing, il y a le sign-up, tu peux sign-up directement depuis Google, tu économises un clic, ça marche super bien. Et là, en fait, à partir de là, il y a le internal linking, les rich snippets, et ça, il ne faut pas attendre d'avoir une notoriété établie pour les mettre en place. D'une, c'est pas ta notoriété, il n'y a pas d'outils qui te permettent d'avoir un scoring. Et par contre, tu peux quand même signaler à Google que tu es prêt à donner cette information-là. Nous, typiquement, tu vois, ce que je kifferais de ouf, qu'on n'a toujours pas, c'est que tu puisses faire une recherche de partition directement depuis Google. Tu sais, tu taperais flat, paf, tu peux tout de suite search, boum. Et la search est faite directement depuis Google, tu trouves direct, tu n'as pas besoin de passer par la landing, te dire ah oui, mais non, peut-être trop d'informations pour la personne, etc. Et tout ça, tu as plein de petites opportunités à aller chercher, à aller capter. De prendre vraiment de la place et des interactions nouvelles. Et encore une fois, tu gagnes de l'espace sur Google, tu économises des clics, la personne peut interagir plus vite avec ton site web. C'est charmé, quoi. Donc voilà, donc tu vois, encore une fois, il y a les rich snippets. L'idée, c'est pas de les maîtriser, de savoir les devs parfaitement. Là, ça rentre un peu dans la tech, mais de savoir qu'ils existent, savoir ce que je peux faire avec et peut-être bâtir une stratégie autour de ça. Là où on a commencé, et ça fait un an et demi qu'on fait ça, et c'est vraiment le dernier gros truc qu'on a fait en SEO qui nous a bien démarqué, c'est qu'on s'est rendu compte de deux trucs. On s'est rendu compte, évidemment, qu'on avait du contenu de plus en plus quali sur la plateforme, gens qui écrivent de la musique, etc. On s'est dit comment, de façon statique, on peut indiquer à Google qu'on a telle partition disponible pour piano, pour violon, pour machin, pour truc, et faire un maximum de sous-liens. Alors là, clairement, on n'a pas réfléchi beaucoup. On allait voir comment faisait Instagram, comment faisait Pinterest, comment faisait à peu près tous les sites où il y a du contenu à foise dans tous les sens, hyper bien référencé. Comment ils buildaient leurs fichiers pour les robots de Google, comment ils géraient leur contenu statique, etc. On a décliné ça et on s'est dit, ok, donc pour Flat, full statique aujourd'hui, tu es capable de trouver le nom d'une personne, qu'est-ce qu'il a écrit. Si tu cherches, je veux une partition de piano de je sais pas quoi, pouf, tu trouves. Et à partir de là, bim, on sort tout de suite sur un truc qui n'a plus rien à voir avec nous. Sur de la longue traîne, du coup. Voilà, et on commence à s'établir sur le contenu. Ça, c'est chambé. Et le dernier truc que je me suis rendu compte qui était assez dingue, c'est que quand tu commences à gagner en notoriété et que tu commences à avoir un trafic significatif et que les gens te considèrent comme un site bien établi, etc., s'ils n'arrivent pas à faire un truc sur ton site web, ils tapent dans Google. Ah ouais, ils tapent comment faire ça dans Flat. Comment faire ça dans Flat, comment ajouter une note sur Flat, comment comment enlever les tablatures sur Flat. Et là, on a commencé à avoir des mecs qui ont commencé à avoir des hits de recherche sur des trucs qui manquaient dans notre FAQ ou des trucs comme ça depuis la Search Console. On s'est dit, putain, c'est quoi ce délire? Et on a halluciné et on s'est dit, attends, qu'est-ce qu'on fait du coup? On s'est dit, bah, tu sais quoi, on refait toute la FAQ en contenu statique, proprement référencé pour Google. Pour que ça tombe chez toi. Et c'est là où ça devient malsain. C'est que même si tu tapes comment ajouter une noire sur notre concurrent, notre contenu est référencé. Sur Flat, tu peux ajouter une noire super facilement comme ça. Ouais. Tu vois? Et là, ça devient hyper intéressant. Tu satures, tu rajoutes du contenu, c'est référencé. La notoriété de Flat aide. On est quand même sur des recherches hyper spécifiques. Comment faire ci, machin. Ou, tu vois, là, on n'est plus dans le large. C'est très spécifique, donc ça va très vite. Il y a peu de résultats, donc tu peux très vite te positionner. Et on a drivé un contenu hyper intéressant comme ça aussi, tu vois. De ces personnes qui cherchent comment faire quelque chose sur ton site directement depuis Google, tu vois. Ouais. Et toujours après la même stratégie, on réfléchit qu'est-ce qu'on va mettre dans le head de générique, qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on met dans la méta,
Et derrière, est-ce qu'on met un machin, est-ce qu'on n'en met pas un, tu vois. Et là, sur ces liens-là, il n'y a pas tout le train-train que je te raconte. On a une vue globale, ça marche pas. On garde, mais on n'est pas dans la guerre de tranchées comme je te raconte depuis sur la ligne principale. Moins en tout cas. Ouais, beaucoup moins. Et donc là, là on est arrivé sur la dernière grosse phase qu'on a lancée, qui était beaucoup plus stratégie de contenu autour de qu'est-ce que les gens avaient écrit et qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire sur notre plateforme et qui se retrouvent à le taper directement depuis Google, quoi. Trop stylé. Donc tu vois, très simple. Je vois tout à fait. Il faut être hyper pragmatique. Ouais, en fait, c'est ça le truc, quoi. C'est marrant parce que ça correspond bien à des devs, en fait. Ouais. Genre à des ingés, quoi. Ouais, c'est ça. Une approche qui est purement scientifique et comme tu dis, soit ça monte, soit ça descend. Et puis si ça descend, c'est pas grave. Et si ça monte, c'est cool, quoi. Et tant que tu montes un peu plus que tu descends, tu gagnes. Ouais, t'es content, ouais. C'est ça. Et toujours contrôler, garder un peu le trafic. C'est-à-dire que tu peux générer plein de trafic, mais si personne clique ou si personne ne revient, pourquoi tu resteras référencé? Encore une fois, c'est pas une science exacte. Il n'empêche que si tu prends un tout petit peu de recul, c'est hyper logique comme façon de fonctionner pour Google. Parce que à un moment, on va pas référencer un truc que personne n'a envie de trouver, quoi. Okay. Et là, tu gardes ta place, etc. Je suis en train de réfléchir un petit peu si on a fait d'autres trucs. On a fait des lancements produits un peu pareil, tu sais, où on s'arrangeait toujours pour que des liens croisent entre eux, etc. Pour tout de suite avoir, mais sur des trucs beaucoup plus spécifiques. Après, ça reste le même jeu tout le temps. Mais ça reste toujours le même jeu. Ça reste le même jeu de comment je fais pour faire augmenter la notoriété de mon site. En commençant petit parce que tu n'allumes pas un feu avec une bûche gigantesque. Exactement. Et que au fur et à mesure ça grossit, quoi. Et qu'il faut tout le temps se poser la question. Vous avez des gens qui font que ça? C'est-à-dire qu'ils font que ça. Aujourd'hui, je pense pas que chez nous je pense pas que ça va nécessiter un job plein temps. Encore, en tout cas pas pour l'année qui arrive. Même si tu vois, c'est juste évidemment quand on se pose la question du contenu utilisateur à mieux référencer, on va y passer quelques jours. Il y a de la tech, il y a de la recherche, etc. Mais dans le quotidien, c'est pas tant que ça. Des fois, un peu de maintenance, des trucs comme ça. Mais, tu vois, c'est pas méchant. On n'est pas sur le truc galère du site d'e-commerce où il y a un lien qui est plus bon, il y a un produit qui a changé. Où là, tu vois, c'est sûr qu'en suivi, il va peut-être falloir quand même une personne full-time assez rapidement. Nous, ça reste, tu vois, on met en place un truc. Il n'y a pas d'alerte dans la Search Console de trucs qu'on aurait cassé. Voilà. Et si on a cassé un truc, ça reste tellement ponctuel qu'on prendra la journée sur le sujet, on n'en parle plus. Et le train-train, c'est une petite heure à 2 heures par semaine, tu vois, on fait un peu le point et on avance, quoi. Ok. Donc c'est pas hyper chronophage, quoi. Aujourd'hui, vous faites... Non, pas du tout. Et je te dis, aujourd'hui, on passe, on regarde où on en est, etc. Ça l'était au début, par contre. Disons que j'étais plus regardant du truc, quoi. Tu vois, j'étais vraiment en mode, allez, ok, là, putain. T'étais à fond, J'étais à fond, comment je peux aller gagner 10 mecs, tu vois. Aujourd'hui, gagner 10 mecs au sign-up, c'est moins ce qui m'intéresse. Je veux évidemment pas me faire déclasser par mes concurrents. Mais encore une fois, on s'est fait surprendre. Tu vois, il y a eu des moves de nos concurrents qui ont hyper bien marché, qui nous ont un peu déclassés, où on a beaucoup moins de liens qu'eux aujourd'hui. Ça a quand même une importance. Donc, tu vois, sur plein de recherches, on repasse en deuxième position. Le poids de la marque fait que c'est moins important aujourd'hui. On est identifié, on est connu. Donc, si tu veux, même si tu arrives deuxième, tu sais qui on est, en tout cas dans le monde de la musique. Donc c'est moins critique dans le sens où, mais il n'empêche qu'il ne faut pas non plus se reposer sur les lauriers, tu vois. Il faut quand même continuer de surveiller un petit peu, voir les nouveautés, tu vois, que Google pousse, là, tous ces nouveaux trucs de contenu interactif. Est-ce que je peux le voir, combien de temps il faut pour le voir, à quel point le site est rapide. Moi, tu vois, je suis convaincu que ça va être toute la nouvelle trend de comment ils vont évaluer les sites plus ou moins pertinents. Déjà, là, il y a donc pratiquement 2 ans, ils annonçaient toutes les nouvelles technos pour tout ce qu'on appelle le Progressive Web App, parce que je suis capable d'avoir un site web offline et tout. Ils ont mis à disposition plein d'outils pour faire évaluer son site. Tu vois, ils te disent c'est bien, c'est pas bien, machin. Tu vois, dans une logique de je veux donner le meilleur site web aux gens qui cherchent chez moi, tu vois, ils poussent des nouvelles technos, ils donnent les outils pour s'auto-évaluer. Ça me paraît assez évident. Ça peut rentrer dans la balance à un moment, tu vois. Je suis pas en train de te dire que ça l'est déjà, peut-être que ça l'est déjà, peut-être pas. Mais il n'empêche que de toute façon, à la fin, en premier lieu, tu donnes une meilleure expérience à tes utilisateurs. Ils sont plus contents, ils sont plus à même à en parler, plus de trafic.
Et derrière, il suffirait que Google se dise il y a un meilleur taux de satisfaction, je vais me baser, mais je vais checker s'il l'annonce ou pas. Et donc il y a un mix entre comprendre les règles du jeu de Google et mieux jouer que les autres, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et capitaliser dessus et être et être capable de prendre du recul et de se décomplexer du sujet, tu vois. Où pour moi, il n'y a pas tant de magie noire autour de ça, en fait. C'est très pragmatique, c'est très factuel. Et il suffit de se dire, j'essaye un truc. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Peut-être ça va prendre du temps. De toute façon, je dois mettre des stratégies en place autour de ça. Je te dis, aujourd'hui, YouTube, on capitalise dessus, ça marche super bien. On a un super trafic d'acquisition grâce à YouTube, avec des petites vidéos où on parle du produit. C'est canon, ça fait le taf. Il y a sûrement plein d'autres idées. Encore une fois, aujourd'hui, on est moins dans une stratégie de croissance comme à l'époque, mais on continue de capitaliser au quotidien sur tout ce qui a été mis en place, quoi. Ok. Trop stylé, trop bien. Avec le temps qui nous reste, est-ce qu'on peut aborder éventuellement le sujet des sales sur l'éducation, sur tes plus gros clients du coup? Ouais. Toi, un des trucs que j'aime bien, parce qu'il y a un autre épisode en fait qu'on fait dans la formation qui parle de Sales 101, okay. Du coup on peut en profiter à ce moment-là. Toi, tu as un profil qui est très intéressant parce que tu es ingénieur. Mm-hmm. Donc du coup, très pragmatique, comme on peut le voir quand tu parles de SEO, un peu moins rentre-dedans en termes de sales, et tu racontais dans ta conférence que c'était un peu compliqué au début. Ouais. Comment tu t'es formé à transformer des leads? Comment tu les trouves déjà, tes leads, et ensuite comment tu les transformes? Alors nos leads, on a cette chance même en éducation, sur le profil un peu plus B2B, on n'a pas du tout de problème de leads. Ils viennent avec la même stratégie de SEO qu'on vient de parler, on les a. C'est derrière que ça se passait mal. Où là, on les onboardait mal. Donc déjà, on n'arrivait pas d'entrée de jeu. Dès la landing, ils avaient l'air d'un produit super sympa, mais pas hyper clair sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils savaient ce qu'ils trouvaient, c'était cool, mais ils avaient du mal à sentir où ça valait de demander de l'argent. Et on ne parle même pas du prix, juste de donner de l'argent. Donc c'est la première étape, pas terrible. Ensuite, créer de la legacy sur le produit, je l'utilise, je le découvre, je me dis putain, en fait, c'est trop bien et je vais avoir du mal à m'en passer parce que ça règle un vrai problème. On règle un vrai problème, mais on avait du mal en un temps très court à le mettre en avant. Donc ça, c'est une première leçon. C'est genre si tu veux faire des sales, d'entrée de jeu, quand tu as ton premier contact avec ton client, avec ton prospect, il faut l'onboarder, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non, il faut déjà lui faire tout très vite comprendre. Donc étape 1, c'est la landing, avoir un discours plus commercial. Si tu prends la landing de Flat aujourd'hui, elle est toujours, avant qu'elle soit changée, très super produit, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. En fait, c'est pas ça. Enfin, c'est bien, ça fait plein de choses super sympas, c'est trop bien, mais le vrai point, ça devrait dire, vous allez gagner X temps, vous allez être capable de faire ça, et ça vous fait, et vous gagnez ça, et ça a une valeur. Et ensuite, on vous délivre ça, et ça, vous êtes beaucoup plus performant avec vos étudiants, un meilleur taux d'engagement avec vos étudiants. Paf, paf, paf. Tu vois. Là, tout de suite, tu commences direct à te dire, putain, ok, c'est chambé, je vais perdre moins de temps à préparer mes exos, je vais gagner du temps à les faire corriger automatiquement par l'algo. Et tout ça, c'est en place, mais on l'a jamais mis en avant comme ça, tu vois. Et c'est la même chose, mais dit autrement. Okay. C'est pas juste des exos en un clic, c'est tu perds moins de temps parce qu'il y a des exos en un clic, tu vois. Paf, déjà, là, tu comprends un peu mieux. Donc c'est rendre le discours avant même de décrocher ton téléphone. C'est pas un discours fonctionnel, c'est un discours à propos d'eux. Ouais, c'est un discours de valeur. De la valeur. Voilà ce que je te donne. Ensuite, le mec débarque sur ton site. Bon, a priori, tu vois, même avec un discours pas suffisamment de valeur, les gens sign up quand même chez Flat. Donc ça veut dire qu'on peut quand même passer cette première étape. Admettons que ton discours n'est pas terrible, un peu comme le nôtre, et que les gens sign up quand même. Derrière, il y a un vrai challenge de le gars, peut-être qu'en fait, il a 15 minutes devant lui. Comment en 15 minutes, j'arrive à lui faire créer des trucs et je peux le relancer, lui dire hey, continue. Tu vas voir, c'est chambé. Et c'est là où ça devient compliqué. Si tu n'as pas été clair d'entrée de jeu sur la valeur et que tu viens en parler derrière alors qu'en 15 minutes, il s'est déjà fait un peu son propre avis, ça devient compliqué de continuer d'emmener les gens sur ton produit. Donc après, nous, ce qu'on a mis en place, la première chose qu'on a mis en place, c'est plus de follow-up. Bonjour, vous avez remarqué, il y a ça. Bonjour, ça fait 2 semaines, j'ai vu qu'il n'y a pas d'étudiants, vous n'avez pas compris qu'en fait vous pouviez peut-être faire ça, etc. On est toujours sur une phase d'itération autour de ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où déjà on a amélioré l'onboarding, on a amélioré le nombre de personnes qui juste l'utilisaient. Ouais. Donc après, in fine, plus de personnes qui se mettent à l'utiliser, plus de personnes
vont finir par payer. Et ça, c'est vrai B2C, B2B d'ailleurs. Parce que du coup, genre, enfin, moi, ce que j'entends là, c'est l'expérience de vente, elle est complète, quoi. Genre, il n'y a pas de moment où tu peux rattraper la sauce si à ton début de funnel, c'était compliqué. Ah ouais, bah, disons que c'est poussif, quoi. Après, nous, on a sauvé les meubles pendant très longtemps. Ouais. Mais quand tu vois le volume de leads qu'on avait, c'est-à-dire que quand je discutais avec des boîtes tech américaines et que je leur disais putain, je comprends pas, on n'arrive pas à faire plus de thunes, et qu'ils me demandaient combien tu as juste de lead-in, de mecs qui viennent naturellement, et que je leur donnais mes chiffres, ils étaient en mode nous on n'a pas ça et on a des mecs full-time sur le sujet, tu vois. C'est que tu fais de la merde après, en fait. C'est pas upfront que tu vis un problème qui se pose. Aujourd'hui, tu abordes la question comment? Quand tu as une boîte que tu veux closer, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, déjà, on est complètement... Alors, si on en est déjà dans cette phase de je veux un devis, je veux avancer, etc. Donc, moi, là, maintenant, on est hyper décomplexé autour de combien Flat vaut, combien on leur apporte. Donc, en fait, si tu veux, là, le prix, là, tout ce que vous allez gagner, bah, soit vous signez, soit on s'en fout, tu vois. D'accord. Et si tu veux, le mec va dire ouais, mais je voudrais un discount. Bah, tu lui dis ok, t'as 10%, mais ça s'arrêtera là. Et t'as un discours tellement arrêté, tellement factuel, et t'es pas, tu vois, ne serait-ce que dans l'écriture de ton message, t'es très, très sharp en fait, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, bah, le mec, ok, il est devant le fait accompli que ça coûte tant. Et s'il veut négocier, nous on lui dit, c'est simple, c'est déjà la solution la meilleure, la moins chère du marché. Ça va, n'en demande pas plus s'il te plaît, tu vois. Et ok. Donc ça c'est au moment du closing. Closing, ouais. Au moment du closing, tu t'es un peu intransigeant parce que tu connais la valeur de ton produit. On y va, tu vois. Ouais. Et en amont, pour tisser la relation, vous faites du call, vous faites du... Non, parce qu'on ne pourrait pas. Le volume est trop important. La stratégie de prix fait qu'on ne peut pas avoir des gens payés full-time à faire ça. Okay. Donc on est exclusivement dans l'expérience produit et le following automatisé. D'accord. Il n'y a pas de call du tout, même pour closer? Non. Ou alors vraiment sur des gros trucs. Parce que vous avez des paniers moyens qui sont de quoi? Bah, le panier moyen, l'entrée de gamme, ça va être $75. Ah oui, ok, donc tu peux mettre du call, ouais, effectivement. Et sur les plus gros, on va être sur du 5 000, 10 000, 50 000. Tout dépend en fait de à qui on parle. Le problème de l'éducation, si tu veux, c'est que tu peux parler à un prof comme tu peux parler à un chef de district. Chef de district, on parle de 40 000 étudiants, comme on déploie. Si là, tu t'appelles. Ouais, tu t'appelles, ouais. Là, tu t'appelles, tu discutes un truc peu. Un peu de 10K, tu t'appelles. Ouais, tu dis, bon, bah, si vous voulez, je peux vous faire un peu de formation. Tu mets une ligne en plus, tu vois. Ouais. Tu factures plus cher. Là, on est dans un autre délire. On n'est pas sur le petit prof qui a le budget serré, qui va te demander parce qu'en fait, il a que 60 balles à l'année en budget software, tu vois. C'est quoi les grandes leçons que tu as apprises pour tisser une bonne relation avec des grands comptes comme ça, enfin, des gens qui peuvent t'apporter un gros cash? Je pense qu'on va vivre plein de leçons là, parce qu'on a plein de contrats qui s'accélèrent, etc. Je pense que la leçon numéro 1, en tout cas, on le voit sur la FIDE, c'est la qualité de service humaine. Donc c'est pour ça qu'on va augmenter les prix, etc. Pour garder, quelle que soit la vitesse où la boîte grossit, une qualité humaine de service qui est irréprochable. Ça, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est assez fou, c'est cette barrière entre le professeur qui est frustré par un problème de budget et un superintendant qui, lui, en fait, l'idée, c'est il a plein de sous et il faut juste que ce soit fluide, ça marche bien et qu'on ne vienne pas lui casser les couilles 20 fois dans l'année. Donc les besoins sont pas les mêmes. Les besoins sont complètement différents. Il n'empêche qu'à partir du moment où on a commencé à parler au superintendant, qui voit qu'on est réactif, qu'on est performant, quand il a une requête, c'est traité rapidement. Je te parle même pas dans les 24 heures, tu vois. Juste, c'est fait. Bonjour, voilà, ça a été traité, c'est en place. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez une question, rappelez-moi. Les mecs sont fous. Ils sont fous et ils réfléchissent plus, en fait. Après, c'est putain, c'est trop bien. Moi, j'ai plus rien à faire. J'ai juste à faire un chèque au début de l'année. Ils payent un chèque. Et on avance, tu vois. Et chaque année, ça renouvelle. On n'a plus rien à faire. Et le seul vrai jeu à faire, c'est bonjour, vous avez 5 profs dans votre district qui utilisent Flat. Et là, c'est là où je m'entraîne un peu, où j'ai pris pas mal de leçons. C'est en mode, en fait, je vais vous proposer de simplifier votre facturation, votre gestion de licence, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un seul compte, vous payez une seule fois et boum. Et à partir de là, en fait, j'ai un point de contact qui est différent. Je peux continuer de monter dans la hiérarchie pour arriver sur des mecs qui juste gèrent des chiffres. Et ils veulent que quand ils ont fait le chèque, ça se passe bien, ils n'en entendent pas parler, tu vois. Ouais, donc tu as un besoin de trouver la cible qui est facile à closer en fait. Bah, plus on monte, plus c'est simple. Parce qu'il y a moins de frustration, plus l'argent est là. Et c'est juste comment. Et la stratégie, elle était comme ça. C'est que nous, étant historiquement des mauvais vendeurs,
Il a préféré faire du bottom-up, partir du bas, étudiant, prof, remonter, plutôt que d'essayer d'être upfront sur du cold reach out. Et, vous êtes formé au fur et à mesure en fait. Ouais, puis même c'est plus logique, non, d'où on vient, qui on est. On n'est pas et on sera jamais des sales les pires du monde, tu vois, les meilleurs, parce que ça dépend du point de vue de chacun. Mais si tu veux, même si aujourd'hui on le fait bien, tu vois, on est sur un salon, on est hyper performant, on arrive à convaincre énormément de gens en très peu de temps. Mais quand même, tu vois, ça reste que si on devait faire du phoning ou si je devais cadrer une équipe de sales qui fait du phoning, je suis pas sûr qu'on serait beaucoup plus pertinent qu'aujourd'hui. On serait sûrement bon, mais l'argent investi upfront sur ces gens-là, il faudrait quand même closer beaucoup plus, tu vois. Donc, sur le modèle qu'on a, ça marche pas. Ouais, donc vous prenez ce que vous avez aujourd'hui en termes de moyens techniques et de moyens humains. Et on capitalise dessus pour remonter et augmenter les paniers chaque année, etc. Parce que vendre, c'est pas que décrocher son téléphone. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une grosse partie de FIDE. En tout cas, dans l'éducation, c'est ça. Alors franchement, une école heureuse qui t'a signé, tu l'as 10 ans, quoi. Ouais. Tu vois, mais il faut la signer. Mais il faut la signer la première année. Mais à partir du moment où tu as signé un prof, tu es déjà dans le registre de compta. Donc ils connaissent déjà, tu as déjà un compte de vendeur, les écoles d'un même district partagent les comptes de vendeurs. Ça va beaucoup. Ah, vous êtes chez nous? Ah, trop bien, allez, ça va plus vite pour moi, c'est plus simple, je prends flat, tu vois. Donc il faut aussi, en tout cas dans l'éducation, il ne faut pas non plus brûler les étapes, tu vois. Il y a des cycles, il faut les respecter, il faut prendre le temps de se faire une place. Et après, les choses se débloquent naturellement, tu vois. Des pays où on arrive, ok, c'est hyper, ou même des États aux US où c'est hyper centralisé. Voilà, ça fait 4 ans qu'on vous voit passer, on va simplifier tout ça, on va faire une commande globale. Trop bien. Et là, on passe d'un panier moyen, 50 000 à 300 000, tu vois. Donc, mais c'est inbound, quoi. Mais c'est de l'inbound. Ouais. C'est de l'inbound direct et sur lequel on capitalise doucement, mais sûrement, quoi. Parce que ces mecs-là, parce que si tu as fait ton closing en mode paillettes, feu d'artifice et tout, et que derrière ça râle, je suis pas sûr que tu renouvelles, tu vois. Ouais. Alors qu'en éducation, une fois que tu renouvelles tous les ans, tu verrouilles, il y a très peu de place pour tes concurrents d'aller les démarcher. En tout cas pour nous, franchement, le discours c'est quoi? Personne ne vendra moins cher que nous. Il reste quoi? C'est beaucoup mieux. Ils n'y arrivent pas. Si tu veux, pour nous, la stratégie, elle est plutôt, tu vois, de tisser nos petits liens un peu partout, de s'insérer, et une fois qu'on y est, on bouge plus, quoi. On continuera de délivrer le meilleur produit et on continuera d'être toujours sympa avec les mecs. Ouais, c'est spécifique à votre marché. Sur l'éducation, je pense que c'est une spécificité. Ouais. Parce que tu peux faire des trucs très forts très vite. Après, il faut le pérenniser dans le temps. Et tu vois plein de boîtes qui, ok, ont des budgets énormes, font un CA de malade, mais aujourd'hui sont déficitaires quand même. Tu vois. Bon, voilà, ça va où, tu vois? On ne sait pas. Nous, en attendant, tu vois, on est rentable, on avance et ça fait le taf, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était trop bien. J'ai appris trop de trucs une fois de plus.